Comment vous déplacer? Avec Orange Money. Le gain de temps change avec Orange. La vie change avec Orange. Bonjour, toutes nos excuses pour ce léger retard. C'est Canal Presse qui démarre comme tous les dimanches. Voici le sommaire de cette édition. Ritu de Bangos n'est pas mort, il est malade. Il porte une blessure qui l'a conduit au centre de santé de Nkomo à Yaoundé pour se faire administrer un pansement. Et là-bas, il a déboursé 8100 francs CFA. Les infirmières lui ont déballé un budget qui va des frais de la consultation à ceux de gants, en passant par les soins évalués à 3000 francs CFA. Ritu de Bangos croit savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Il parle de petite corruption par opposition à la grande corruption et au détournement de fonds publics. Ritu de Bangos a promis d'aller partout, à la CONAC, la Commission nationale anticorruption, au comité de lutte du ministère de la Santé, à la Chambre des comptes, à la NIF, voire à l'Assemblée nationale, maintenant nanti des rapporteurs spéciaux. Mais Ritu de Bangos s'est vite rendu compte que ce sera peine perdue, puisque chacune de ces institutions adresse un rapport au chef de l'État camerounais. Rendu à son lieu de résidence, Ritu de Bangos a appris de son voisin très diplômé sans travail que cela s'apparente à un levier de gouvernance pour le système. Ce voisin très affamé dit à Ritu de Bangos que le système semble se nourrir de la corruption. Tiens, Ritu de Bangos a voulu savoir si aujourd'hui il existe une loi camerounaise en matière de lutte contre la corruption. Dans la finance publique, c'est reparti avec les sempiternels débats autour de la sous-consommation des crédits et de la réduction du train de vie de l'État. Petite précision, le train de vie de l'État est logé dans le budget de fonctionnement qui ne souffre en rien de la sous-consommation, contrairement naturellement au budget d'investissement. Pour ces derniers cas, on dit que les règles sont un peu plus strictes, d'où le tripatouage est conduit. Et jusque-là, plusieurs facteurs entrent en jeu. Par exemple, des montages parfois inadaptés des projets et les procédures si longues parfois. Comment s'étonner donc de la sous-consommation des crédits dès lors que les projets se décident assez souvent à Yaoundé, bien loin des contrées? Dans un coin de mes archives, il y a encore la carte de presse, à moi délivrée par la commission Samekoka à l'époque, sans jamais n'avoir servi à rien. Cette année encore, je reste dubitatif quant aux effets de celle-ci. Le package d'avantages est annoncé. On parlait de bonus, de réduction de 30% pour hôtel, voyage, communication et même d'une réduction de 20% pour achat d'équipements. Tout cela est bien, mais il y a encore un vice dans le texte de cette commission, ne l'oublions pas, consultative, depuis que l'inféodation a été consacrée par le décret du 9 décembre 2002, signé du Premier ministre camerounais. On le voit donc, tout ce qui s'y fait, c'est le gouvernement qui décide et jamais la presse et les pairs, d'où les revendications syndicales selon lesquelles il faut rendre la commission d'abord autonome et c'est une condition sine qua non. L'affiliation CNPS ainsi que l'application de la convention collective devraient alors conditionner cet identifiant aux journalistes camerounais. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Bon appétit Ghislain, Pierre et Sono, et bon appétit à ceux qui sont d'ores et déjà à table. À présent, on accueille nos différents panélistes. Hervé Emmanuel Combe, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2. Alors, on vous accueille avec cette information sur le renouvellement des organes de base au sein du RDPC qui crée des tensions ça et là. Quel crédit accorder aux résultats qui sortiront des urnes après ces renouvellements? Je crois que les journalistes qui sont les fabricants de l'information, de l'actualité, ça tâche un peu trop au train qui n'arrive pas, ne parle jamais des trains qui sont à l'heure. L'opération de renouvellement des organes de base du RDPC, globalement prise, est une très belle opération qui est une réussite.
C'est-à-dire que nous avons procédé à un recensement, nous avons mis à jour les sommiers militants et nous avons procédé au renouvellement des équipes dirigeantes pour d'abord donner la légitimité. Vous savez qu'on a changé la loi électorale au sein du RDPC. Maintenant, tout le monde vote. Nous sommes le seul parti dont les dirigeants sont élus au suffrage universel direct. Tout le monde vote au sein du RDPC pour le R, c'est-à-dire que l'OJ vote, l'OF vote et le RDPC lui-même vote. Et deuxièmement, partant de cette légitimité renouvelée, ces dirigeants auront suffisamment d'autorité. Moi, j'ai présidé cette opération au niveau de la section Douala 2e. Il n'y a pas eu de problème, tout s'est bien passé. On a changé le président de section RDPC, c'est le camarade Emmanuel Pongo, un militant de base, qui a été élu avec un écart de voix de près de 600 voix. Et il a d'abord gagné dans son organe, même le RDPC. Cela a été amplifié après par le vote de l'OF. Donc, globalement, c'est une très belle opération. Mais vous savez, nous sommes un mouvement assez majoritaire et dans nos rangs, vous trouvez encore des gens qui font la résistance au suffrage universel. Vous avez des ministres qui envoient leurs femmes candidats dans les organes, vous avez des gens qui croient qu'on est encore à l'époque de l'investiture, vous avez encore des gens qui ne savent pas que maintenant, c'est par le vote qu'on est désigné responsable, ils attendent encore que Yaoundé vienne. Donc, tout cela fait partie de la vie, mais globalement, l'histoire retiendra que nous sommes le premier parti à avoir fait cet exercice de suffrage universel direct pour renouveler nos dirigeants. Et ce qui nous met en position dynamique de compétition pour les échéances qui vont arriver. Donc c'est une très belle opération. Il faut arrêter de décrire cela par des chamailleries ici et là. Globalement, dans les 360 quelque chose sections de RDPC au Cameroun, tout s'est très, très, très bien passé. Alors, au vu de ce qui se passe sur le terrain, Hervé Emmanuel Combe, est-ce que le RDPC ne sortira pas affaibli de ces opérations? Non, si vous regardez, si vous faites un peu de rétrospective, dans les années antérieures, nous faisions nos renouvellements à la veille des échéances républicaines, c'est-à-dire législatives et municipales. Et là, c'est vrai, il y avait de la déchirure. Mais là, nous avons du temps devant nous pour reconstruire les troupes. Vous savez, la démocratie a ses avantages et ses inconvénients pour certains. Il faut qu'on départage lorsqu'il y a le choc des ambitions. Et quand les militants ont voté, il est de la responsabilité des élus maintenant de reconstituer l'unité, le rassemblement, la discipline. Et on va pas, il y a une seule place de président de section, on ne va pas mettre deux présidents pour donner l'impression que tout va bien. Donc le parti ne sera pas déchiré, au contraire, il sort plus fort. Là, on a respecté les statuts du parti et les circulaires du président national. Les responsables désignés seront plus forts et auront la capacité de rassemblement. Là, on a voulu faire de la témérité avec le suffrage universel en prenant trop de liberté avec les textes. Et évidemment, il y aura des problèmes. Mais globalement, en tout cas, moi, je parle de Douala 2e parce que j'ai plaisir à dire qu'à New Bello, on croyait m'avoir envoyé à l'enfer. J'étais au paradis et je salue les braves militants de Douala 2e qui ont donné une leçon de sérieux, de responsabilité et qui ont été les premiers dans le Vouri à avoir terminé leur suffrage sans qu'il y ait de la bagarre, rien du tout. Tout s'est bien passé. Le RDPC sort plus fort et je crois que tous ceux qui nous observent et qui passent à fonder leur crédit politique sur les critiques du RDPC, ils vont reviser leurs leçons. Nous sommes un parti fort, uni, et nous sommes un rassemblement, voilà. Merci. Alex Azebazé qui nous a rejoint. Bonjour, bienvenue Alex. Bonjour Bouba, bonjour aux autres panélistes, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2. Finalement, le Conseil national de la communication a un président. Peter Soka a été, par décret présidentiel, nommé président. Wow. C'était beaucoup, Pour moi, en dehors du fait que je sois journaliste, c'est quelque chose de... C'est une pratique banale. Le chef de l'État a l'habitude de nommer les gens de manière totalement, j'allais dire, autoritaire, sans consulter les stakeholders, comme on dit, les ayants droit des secteurs. Vous vous souvenez que Peter Soka assumait déjà quand même les fonctions de vice-président dans cette... les fonctions de président parce qu'il était vice-président. Oui. Il était vice-président, il a assuré l'intérim pendant un peu plus d'un an et demi, voire deux. Et qu'il soit confirmé par les mêmes voix qui intègrent très peu, je le dis et j'insiste, l'exigence de consultation des acteurs impliqués du secteur. Parce que, voyez-vous, on dit formellement, le décret de 2012 qui réforme d'une certaine manière cet organe-là,
dit qu'il a autorité pour agir au nom de la collectivité sur un droit fondamental qui est le droit de dire dans une société. C'est un droit fondamental sur le plan des libertés publiques, c'est un droit fondamental sur le plan des libertés politiques. C'est-à-dire que le Conseil national de la communication peut décider que nous ne parlons plus dans cette chaîne de télévision. Et que ce soit un acteur politique, fût-il président de la République, on n'oubliera jamais qu'il est président d'un parti politique, le président du RDPC, le parti de RV, qui chaque fois détermine de manière autoritaire, de manière individuelle. Ça me gêne. On va dire que ça me gêne, ça que la personne de l'individu qui a été désignée n'importe pour moi, quoi. C'est un happy end tout de même quand même, parce qu'on parlait de cette vacance, finalement. Mais ça m'intéressait que les gens qui avaient besoin de postes, moi, qu'il soit président ou vice-président, il n'a pas moins posé des actes de président. Vous l'avez vu, c'est quand même sous son magistère, ou son magistère intérimaire, si on peut appeler ça comme cela, qu'il y a eu toutes ces décisions que parfois les organisations professionnelles ont critiqué, ont attaqué. C'est sous son magistère de président intérimaire, donc de vice-président, président intérimaire, qu'il y a eu toutes ces crises. Ça ne va pas plus changer la configuration. Voyez-vous, le mal du Conseil national de la communication est génétiquement lié à sa modalité de mise en œuvre. Et je l'ai dit tout à l'heure, autant pour la désignation de ses membres, c'est-à-dire que de ses membres dirigeants, qu'autant pour la structuration. Je vous rappelle, il a été mis en place au moment où, moi qui vous parle, j'étais l'un des principaux dirigeants du syndicat national des journalistes du Cameroun, l'un des principaux dirigeants de l'Union des journalistes du Cameroun. Il ne me souvient pas que dans la rédaction ou la conception du texte ayant réformé la structure ancienne que nous avions dénoncée depuis sa mise en place en 1990, parce que le Conseil national de la communication date de 91, je voulais dire, que les organisations socio-professionnelles, y compris les organisations politiques, dont l'action du Conseil peut impacter l'activité, ont été consultées. Et je dis, et contrairement pour réagir un tout petit peu à ce que... Pour sortir et pour faire une corrélation entre ce que Hervé disait et de son parti, le RDPC et la démocratie. Je pense qu'on a une difficulté dans l'appareil global politico-institutionnel camerounais. Je ne veux pas dire partisan, je n'en veux pas aux militants du RDPC, mais à intégrer que dans une démocratie pluraliste, la consultation des acteurs ou des corps intermédiaires est un paradigme essentiel pour la légitimation et la légitimation des organes et des institutions qui sont mises en place. Merci Alex. Troisième invité sur ce plateau, Denis Kouébo. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Bouba. Denis Kouébo, on parle avec vous du rapatriement de la dépouille, ou si vous voulez, du reste du défunt président Amadou Ahidjo, le 26. C'est demain. Alors, est-ce que 26 c'est demain, bon maintenant le 30, est-ce que on doit s'attendre encore, doit-on encore espérer compter sur ce rapatriement des restes de l'ancien président? Bon, je vais peut-être faire une digression en 20 secondes pour dire que je n'étais pas censé être sur ce plateau. Il y a eu des méthodes pratiquement, appelons ça de mafia, qui ont fait en sorte que le président de la Commission nationale de la carte de presse oblige Canal 2 à mettre un sujet à l'ordre du jour de ce débat en droit de réponse. Et pour cela, j'ai été invité. Je suis surpris que le président de la commission qui a tenu toutes les chaînes de télévision en privé cette semaine ne soit pas venu discuter avec moi. Parce que je ne porte pas ma parole personnelle ici aujourd'hui, je représente le syndicat national des journalistes du Cameroun, qui est l'organisation professionnelle la plus représentative et la plus légitime des journalistes dans notre pays et dans la sous-région de l'Afrique centrale, où nous sommes également la vice-présidente de l'Union des syndicats des professionnels de la presse. Donc, celui qui vous a obligé à mettre ce sujet à l'ordre du jour a disparu et on s'est retrouvé comme dans une... c'est comme ça que le cycle policier se passe, mais je suis là parce que je peux parler. Sur le reste de M. Ahidjo, si je parle maintenant à titre personnel, c'est un événement qui relève
des faits divers politiques. Ça, c'est mon opinion personnelle. Parce que je fais partie d'une politique progressiste au Cameroun qui a perdu les fils et les filles les plus valables de ce pays du fait de l'action de M. Ahidjo. À ce titre-là, il y a un contentieux historique entre ma famille politique, ma famille sociale même, non, je dis ma famille politique, c'est pas Vendem, ma famille politique et M. Ahidjo. Maintenant, parce qu'on doit respecter la mémoire des morts, parce qu'on doit respecter M. Ahidjo qui a été président, le premier président de la République du Cameroun, cela, il mérite aussi que les gens n'en fassent pas un fonds de commerce politique. Il est mort enterré dignement. J'étais à Dakar, j'ai vu là où il a été enterré. Je crois que ce n'est pas le mauvais endroit. C'est pratiquement un lieu de pèlerinage pour beaucoup. Donc ceux qui agitent chaque fois le spectre du rapatriement des restes de M. Ahidjo et qui ont obtenu beaucoup de services du régime, vous voyez, beaucoup ont eu des positions de rente au sein du régime parce qu'ils agitent la dépouille de M. Ahidjo. Et je crois qu'ils respectent moins M. Ahidjo que les Camerounais qu'ils présentent comme les adversaires de M. Ahidjo. 26 ans après, la question doit s'opposer ou alors... La question ne s'oppose même pas du tout, d'autant plus que des gens plus valeureux, plus valables de notre point de vue ont été assassinés. Les Camerounais plus valables ont été assassinés. On a même volé leur dépouille, notamment le président Moumi, sa dépouille a été volée par les Français et le régime de Yaoundé, à Conakry. Cela n'émeut personne parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner lorsqu'on réclame le retour, même la dépouille de M. Moumi. Mais si on réclame la dépouille de M. Ahidjo, on peut être nommé ministre, on peut être au comité central du RDPC, on peut être proche des ministres et obtenir beaucoup de... Il y a beaucoup de journalistes même qui passent le temps à réclamer ce reste-là, sans avoir été proche de M. Ahidjo. Mais il gagne quand même quelque chose à le faire. Merci, Pour Denis. moi, ce n'est pas un événement, c'est un fait divers politique. Ok, c'est votre avis. Hein. Merci. Oui, c'est mon avis. Merci. Mon avis. Voilà, c'est votre avis. Merci pour votre première prise de parole. Quatrième invité, Sam Baka. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2. Demain s'ouvre du côté de Paris la conférence sur le climat. Quelle attente? Disons que l'attente est grande. D'autant plus grande que nous, à l'Union démocratique du Cameroun, nous l'avons sérieusement préparée. Et pas plus tard qu'avant-hier encore, dans le cadre des journées républicaines que nous faisons tous les mois, on a eu à parler de cela avec la société civile, avec les médias et puis les partis politiques. Donc en réalité, il y a plusieurs dimensions dans cette affaire. Il y a les dimensions scientifiques et autres. Et il y a aussi, on a relevé, comme je n'étais pas là, mais je sais ce qui se passe, on a relevé même la dimension spirituelle. Vous voyez, même les hommes d'église, les mosquées, etc., il y a dans les livres révélés, l'homme est là et c'est lui qui détruit la nature. Bon, les plus forts détruisent plus que les plus faibles. Il faut qu'ils se rencontrent et qu'ils puissent discuter, qu'ils puissent dialoguer afin de trouver un juste milieu et pouvoir préserver, n'est-ce pas, nos enfants, nos petits-enfants et puis même la nature, l'écologie et autres. Donc, c'est quelque chose de très très important qu'on passe peut-être comme détail dans nos pays, mais ce sont nos pays qui doivent revendiquer parce que, vous savez, au Cameroun, nous bénéficions d'un certain nombre de choses qu'il ne faut pas détruire. Il faut que les populations le sachent, il faut que ceux qui détruisent la nature sachent que si nous préservons, c'est d'abord pour nous, et que si eux, ils continuent à détruire, il faut un prix à payer. Donc c'est quelque chose de très important. Je suis très très fier du fait qu'il y a quelques expériences que nous avons faites ici au niveau du Cameroun et notamment là où nous avons des communes. Beaucoup de choses ont été faites et à ce titre-là, le leader de l'UDC, le docteur Adamounda Mdjoya, va valablement nous représenter le Cameroun et prendra la parole pour en parler. Merci Sam Baka, cinquième et dernier invité sur ce plateau. Ibrahim Chérif, bonjour, bienvenue. Merci à vous, bonjour. Ibrahim Chérif, directeur d'information à la CRTV, mais ce n'est pas à ce titre qu'il est sur ce plateau. Il est membre de la commission délivrance des cartes de presse, c'est juste pour répondre à Denis Kouébou. Vous confirmez cela?
Absolument. Membre de la commission de délivrance de la carte de presse, c'est à ce titre que je suis sur ce plateau, et absolument à ce titre. Rien qu'à ce titre. Ça, rien du tout. Ok. Merci Ibrahim Cherif pour cette précision. Merci de l'honneur que vous nous faites de venir sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, on parle d'un autre attentat sur le territoire camerounais, à Dabanga, dans la région de l'extrême nord, plus précisément dans le département de Mayo-Sava. Un attentat de plus. Doit-on s'inquiéter? Forcément, il faut s'inquiéter parce que quand il y a mort d'homme, comme cela s'est passé aujourd'hui, il y a effectivement lieu de s'inquiéter. C'est des morts en plus sur le champ de la guerre contre Boko Haram, parce qu'il s'agit de ce groupe-là qui a certainement perpétré cet attentat-là encore. On s'inquiète, mais en même temps, on garde un peu espoir en se disant que quand des groupes comme ceux-là commencent à fonctionner de cette manière-là, c'est qu'en réalité, c'est fini. Parce que vous constaterez que depuis quelques semaines, quelques mois, ce n'est plus la guerre à proprement parler entre notre armée et puis peut-être les troupes, si l'on ose dire, de Boko Haram. Ce sont des attentats assez réguliers. Mais je pense que quand on en arrive à cette situation-là, c'est qu'en réalité, côté groupe terroriste, c'est un peu le chant du cygne. Ça donne espoir. Et en même temps, on a l'obligation de s'incliner. Parce que des gens sont morts, encore. Mais ça ne doit plus continuer. Alors, est-ce que sur le terrain, des dispositions adéquates ont été prises pour faire face à cette mutation? Parce que là, c'est une attaque asymétrique, ce n'est plus, comme vous avez dit, une attaque frontale entre deux armées. Est-ce que sur le terrain, des dispositions adéquates ont été prises pour éviter ce genre d'attentats sur le territoire camerounais? Dans ce domaine-là, je pense qu'il n'y a pas de risque zéro. Les attentats, ils sont faits partout où les groupes terroristes agissent. On prend toutes les dispositions pour que ça ne se fasse pas. Mais comme je dis, il n'y a pas de risque zéro. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Vous connaissez un peu la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Quelles que soient les dispositions qu'on prend, il y a quand même encore un peu de porosité là-dedans. Et donc, on entre, on ressort. Il y a des camps de réfugiés au Cameroun, des gens qui viennent du Nigeria. Qui sait, peut-être ont-ils été infiltrés par des terroristes. C'est une question qu'on se pose. Mais je dis, attentat pour attentat, quand ça commence comme ça, et depuis quelque temps, ça se fait. Ça veut dire que quelque part, ceux qui sont les auteurs de ces attentats-là n'ont plus que cette arme-là. Et ça, c'est l'arme du lâche en réalité, l'arme de l'attentat. Et donc, on garde espoir pour se dire que qu'il n'y en ait plus de morts, qu'il n'y en ait plus, et qu'au bout de ce chemin-là, qu'on puisse effectivement éradiquer ce mouvement terroriste. Merci, cher monsieur, d'être venu. On va prendre une pause juste pour récupérer derrière. La revue de presse feuilletée pour vous et par nous, c'est avec Debo Harley en début. Bonjour. Le renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC cette semaine a livré une série d'informations, dont celle faisant allusion au départ de nombreux militants des rangs pour rejoindre l'opposition. La note salée publiée par Le Soir fait savoir que c'est dans le département d'origine du chef de l'État que ces hommes et femmes frustrés et dépités par les injustices qui ont cours lors de cette campagne tendent les bras au SDF, au MRC, à l'ADD et à l'UPC. Une image révélatrice de ce que Défi Actuel qualifie d'un RDPC plus que jamais en rond dispersé. Allusion faite aux séries de manifestations bruyantes, au comité central. Des recours en annulation du processus dans certaines circonscriptions où il y a pratiquement des graves troubles à l'ordre public, tels que constatés par le messager. Un doigt accusateur sur le secrétaire général du comité central du RDPC et comme d'habitude, le président national se mue dans son silence troublant, loin de ses joutes politiques internes. Des médias fait un diagnostic partagé de ces renouvellements bien pour les gagnants,
mauvais pour les exclus et les perdants. L'action comme dans un meeting scande que vive le RDPC dans une dynamique vitale. Malgré quelques remous et soubresauts ici et là, l'opération amorce un dernier virage et tout se passe globalement bien. Exemple à l'appui dans l'océan sud-continental. Il y a la passe de 2 pour Eugène Jolilela, Hortense Mungue et Armand Bia pour conduire les activités de la nouvelle section pendant les 5 prochaines années là-bas dans l'arrondissement de Lokoundje. Sur l'ensemble de ces opérations de renouvellement, Grégoire Owona, secrétaire général adjoint du comité central, fait savoir que les auteurs de dysfonctionnement seront sanctionnés. Extrait d'une interview accordée au quotidien Le Jour cette semaine. Cette semaine justement, UMS de Loum a fait parler d'elle pour un coup d'essai. Le nouveau promu en première division a réalisé un coup de maître. Hot News dit d'ailleurs un coup de chapeau à ce vainqueur de la 56e Coupe du Cameroun. De Hot News, il y a la sortie de John Begeninde qui apporte son soutien au ministre Bidumpat et à Tombi Aroko Sidiki. Une sortie d'autant plus curieuse que pendant la finale de la Coupe du Cameroun, Paul Biya a serré la main de Tombi Aroko pour, selon Prospective Nouvelle, le féliciter, tournant définitivement le débat sur la l'élection et de la légitimité. Le démenti de John Begeninde sur la sortie évoquée plus haut est venu du quotidien Le Jour. Dans un communiqué en qualité de président par intérim, il conteste ces propos qui lui ont été attribués. Un revirement qui n'étonne plus mutation, habitué des versalités de cet acteur du football camerounais. D'ailleurs, le quotidien de Xavier Messet propose le verbatim des revirements spectaculaires de cet ancien ministre des Transports depuis le début de la crise à la FECAFOOT, une crise aux origines lointaines pour reprendre des repères qui y consacrent tout un dossier de 6 pages. Des arguments de droit évoqués par le ministre des Sports et les plaignants au portrait des différents acteurs. L'hebdomadaire met également en exergue les réactions attendues de la FIFA. La crise à la FECAFOOT, c'est désormais du passé pour investigation de Soleil Nyassa. L'heure est au travail. Un travail impulsé par le docteur Pierre-Ismaël Bidumpat. L'homme est sur tous les dossiers depuis la nomination le 2 octobre dernier. Celui qui a dit mettre fin au conflit à la FECAFOOT, ignorant la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage qui annulait l'élection de Tombi Aroko. Alors, question d'émergence, un ministre peut-il casser une décision de justice à partir d'un communiqué radio-presse du même journal? On apprend que des cadres du ministère des Sports étaient justement à la PJ suite à une plainte déposée contre Serge Abouem, président de la FECAVOLE. Toujours au ministère des Sports, le contrôleur hebdo rapporte qu'il se murmure un détournement de 475 millions de francs CFA sans portée disparue qui représentait la quote-part de l'État de l'argent reversé par la FECAFOOT. Le chef de ce département serait sur le grill comme ces ministres qui font le valet à la représentation nationale pour défendre les allocations budgétaires de leur département. Cette semaine, c'était également la publication du rapport de la CONAC qui, selon Émergence, épingle 8 ministres, certains encore en fonction et ceux qui ont perdu leur poste ministériel au soir du 2 octobre dernier. Du même rapport, selon Le Jour, 45 dossiers auraient été transmis à la justice pour un montant global de 130 milliards 450 millions de francs CFA. La Commission nationale anticorruption, selon la nouvelle expression, a recouvré 50,4 milliards. Le bras séculier de l'État en matière de lutte contre la corruption dit avoir mené des investigations sur plus de 11 dossiers impliquant le crédit foncier, le ministère des Finances ou encore l'École normale supérieure de Yaoundé. Des tribunes d'Afrique, il y a la tenue des 44e assises de l'Union de la presse francophone à Lomé au Togo pour parler de la place de la femme dans les médias. Il y a aussi ces morts de Boko Haram. Difficile de faire la lumière sur le nombre de Camerounais ayant perdu la vie depuis le début de la guerre. Émergence se veut clair et précis, 18 000 morts déjà. Selon un rapport onusien, la secte a aussi fait près de 3 millions de déplacés. Effroi et sidération s'exclament de Sparks, qui condamne ces jeunes femmes kamikazes qui continuent à semer la mort. Comment avons-nous fait pour arriver là? S'interroge le journal de Pauline Billon. Parlons économie avec le financier d'Afrique qui s'intéresse aux fonds spéciaux et constate que 12 comptes d'affectation sont gérés sans audit. L'insuffisance d'informations sur les recettes des dépenses, le dépassement du plafond autorisé, le non-respect des excédents, le détournement de l'objet de fonds sont autant d'irrégularités identifiées par la Chambre des comptes de la Cour suprême. En deuxième tableau, la contribution du Gabon contre le changement climatique en marge de la COP21, rendez-vous dénoncé par Thomas Wismuller à intégration de Thierry-Ndong. Selon lui, il n'y a pas de danger climatique planétaire. La COP21 pour ce scientifique américain est un complot contre les pays du Sud. Intéressons-nous à l'habitat
avec baromètre communautaire pour dire que l'Afrique centrale est très mal logée. La construction des logements sociaux s'impose donc aujourd'hui. Enfin, on est à l'aéroport international de Douala, en pleine réhabilitation et partiellement fermée, constate Cameroun Tribune, une place aéroportuaire visitée par le quotidien de l'économie qui constate que là-bas, l'insécurité plombe les affaires de la vente des journaux au transport des passagers par taxi, en passant par la restauration et autres commerces et détails. Les opérateurs tournent à perte à cause des mesures sécuritaires inadaptées. À dimanche, s'il plaît à Dieu. À dimanche prochain, Debo Harley en DB, on se retrouvera pour une autre thématique. On prend la première thématique du jour consacrée aux institutions de lutte contre la corruption. La Commission nationale Alex anticorruption a finalement rendu public son rapport mercredi dernier, un rapport de 2013. Comment avez-vous accueilli ce rapport? D'abord, je ne peux pas saluer le momentum du fonctionnement de ce type d'institution. Vous savez très bien que nous militons pour que l'action publique soit le plus transparente possible. Et on ne peut pas, pour une institution mise en place au sein de la République, pour contribuer à la transparence dans la gestion des ressources publiques, retenir son rapport pendant plus de 2 ans, pour ne pas dire presque 3 ans. Ce simple fait à lui, quel que soit le contenu, nous pose un problème. C'est vrai, il y a d'autres organisations, mais dont les modalités de fonctionnement prévoient que les rapports sont rendus au bout de leur constitution, au bout de leur constitution. Mais le mandat de la Commission nationale anticorruption est fait pour qu'il rende son rapport par édition. Un rapport ne couvre pas deux exercices ou 3. Ainsi considéré, le reste devient un tout petit peu... à la fin, moi je me pose la question, quel est l'impact du contenu du rapport, des proclamations faites dans le rapport sur la gouvernance immédiate, mais aussi à court et moyen terme? Est-ce que les stipulations, les recommandations faites, parce que jusqu'ici, la Commission ne fait que des recommandations, et c'est l'une des faiblesses de cette institution-là, au Nigeria, l'IFC, c'est-à-dire que son pendant nigérian, a des pouvoirs exécutifs, c'est-à-dire que des pouvoirs de décision. Ici, notre Commission fait même ces recommandations. On ne l'autorise pas, tant qu'il est placé sous la tutelle ou directement rattaché à la présidente de la République, on ne l'autorise même pas à rendre directement son rapport. Ça gêne un peu le Conseil supérieur de l'État. C'est la même chose, ils ne rendent jamais directement leur rapport. Alors, Sambaka, sur la périodicité, il y a 2 ans d'écart, qu'est-ce que cela enlève à ce rapport 2 ans après? La confiance d'abord. La confiance parce qu'ils étaient tenus de présenter un rapport. Ils ne le présentent pas, ils attendent 2 ans. Alors la question qu'on se pose est la suivante. Qu'est-ce qu'ils ont enlevé dedans? Qu'est-ce qu'ils ont tripatouillé pendant 2 ans pour qu'enfin on puisse avoir ce rapport? C'est la question. Donc on ne peut pas, malgré le fait que nous saluons la CONAC et ce qu'ils font, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils se croisent les bras. Ce sont des gens qui travaillent, mais le potentiel est plus grand. Si on prend la peine de leur donner une force exécutive. Donc, maintenant qu'on attend 2 ans, moi j'ai vu tripatouiller en 1 semaine, mais 2 ans, c'est quand même se poser énormément de questions. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rapport? Je préfère dire que ce rapport a été sérieusement vidé pendant 2 ans. Et qu'aujourd'hui, on nous présente quelque chose sur lequel nous ne pouvons pas faire confiance. Nous ne pouvons pas accorder crédit à ce rapport, tout simplement parce qu'il vient trop tard et on se pose la question de savoir, pour tripatouiller, est-ce qu'il faut 2 ans? Donc ça veut dire que la situation est grave. Et nous constatons par la suite que l'ancien rapport était un peu plus étoffé parce qu'il citait des gens qui ont été pris la main dans le sac.
Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a personne qu'on doit citer dans ces rapports parce que vous savez, au Cameroun, ce qui nous tue, c'est que ça vous arrange, vous évoquez la loi, vous évoquez l'éthique, alors qu'en réalité, cet organisme a une mission fondamentale parce que la corruption rampante qui existe au Cameroun doit être éradiquée. Mais donnons-lui la force, donnons la force à tout cela pour que ça puisse marcher, pour que ça puisse aboutir. Avec Emmanuel, comme le rapport indique qu'en 2013, les méthodes de corruption se sont diversifiées et même sophistiquées. Est-ce que pour vous, la corruption est devenue un sport favori au Cameroun? Écoutez, moi je voudrais d'abord dire que le fonctionnement de la CONAC me pose un problème. Parce que si la CONAC est juste une institution de rapport pour l'information du chef de l'État, alors sa productivité pose gravement un problème. Là, c'est le banquier qui vous parle, mais pas le militant. En matière de lutte contre la corruption, il y a 3 niveaux. Il y a c'est-à-dire le niveau de prévention, c'est-à-dire déceler tous les conflits d'intérêts dans un système qui peut permettre ce genre de réaliser ce crime. Il y a le temps réel, c'est-à-dire combattre en temps réel les corrupteurs et les corrompus. Et il y a ce qu'on appelle la postérité, c'est-à-dire la post-évaluation. Et là, la CONAC travaille plutôt dans le rapport, c'est-à-dire ce qui est postérieur aux événements. Donc, sa productivité me pose un problème. Pour revenir à ce rapport lui-même, ben écoutez, je crois que là, on est en pleine confusion parce qu'il y a trop d'institutions de lutte contre la corruption au Cameroun et que la coordination de ces institutions commence à poser un réel problème. Parce que quand vous suivez le cours en matière de banque et de finances, on sait très bien que la NIF, la CONAC devaient travailler de concert. Parce que la NIF est là pour lutter contre le blanchiment, l'argent sale, mais la CONAC devait prévenir les conflits d'intérêts. Il faut savoir par exemple qu'une même personne ne peut pas être à la fois la tutelle et l'exécutif d'une entreprise. C'est-à-dire par exemple une entreprise qui a pour président du conseil d'administration son ministre de tutelle, I never believe that, c'est du jamais vu. Donc le rapport de la CONAC, c'est bien pour l'information, mais ce n'est pas productif dans l'efficacité de la lutte contre la corruption, parce que la corruption, on la prévient et on la combat en temps réel en asséchant tous les circuits de raffinage de cet argent et en réprimant les conflits d'intérêts qui fassent en sorte que la même personne ne soit pas à la fois l'ordonnateur, le comptable d'une dépense publique. Donc, moi, ce rapport, je le regarde d'une façon dubitative et me pose la question de savoir s'il ne faut pas une réforme pour que la CONAC soit plus actuelle et qu'elle ne soit pas un catalogue, n'est-ce pas, des souvenirs qu'on a, des choses qu'on n'a pas pu éviter et qu'on n'a pas réprimées. Denis Kwebo, dans ce rapport, les secteurs les plus corrompus, on cite la douane, les impôts, les marchés publics, la police. Est-ce que cela, selon vous, reflète la réalité au quotidien? Belle question. Je vais d'abord dire que si on fait essentiellement uniquement des critiques à l'encontre de la CONAC, c'est qu'on a trouvé l'échappatoire. Ce n'est pas la CONAC qui fait problème, mais la CONAC travaille même beaucoup. Je veux dire, je suis en train de venir. Il faut plutôt interroger la corruption elle-même. Contrairement à ce que les gens du régime disent, ce n'est pas la faute aux corrupteurs et aux corrompus qui a c'est pas ça. La corruption est une production du système politique. Si vous allez dans un système démocratique, il y a la transparence, il y a ce qu'on appelle accountability, et la corruption est réduite à sa portion complète. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai dit que quand il y a transparence, ça veut dire que n'importe qui. Maintenant, si vous parlez de la corruption, puisque je suis un journaliste qui travaille sur le terrain et non ailleurs, si vous allez à Bonabéry, tous les week-ends, il y a un gros embouteillage sur le pont de Vori. Et il y a le peloton routier de gendarmerie qui est installé là, qui collecte l'argent devant tout le monde, devant le policier. C'est pas la Non, je viens. Il faut permettre que je parle. Je dis que la corruption chez nous est systémique. C'est devant tout le monde et ça ne dérange personne. C'est trop facile de dire que est-ce que la CONAC a rendu son rapport à temps. Mais est-ce que moi, Denis Kwebo, qui vois les gens collecter l'argent, je suis à la Dibamba ici, il y a les eaux et forêts d'un côté qui collectent l'argent à tous les camions qui ont les billes de bois. Il y a de l'autre côté le poste de gendarmerie, peloton routier encore qui collecte l'argent au vu aussi de tout le monde. Est-ce que donc, moi, journaliste, j'ai besoin du rapport de la CONAC
pour rapporter des faits de corruption qui existent. Mais la société rapporte. Comment est-ce que c'est pris en charge? Comment c'est géré? Quand vous allez de Douala, c'est la question des institutions. de Douala pour le Tchad, il y a 116 postes de gendarmerie. Tout à fait. On sait à quoi ça sert. Ouais. Donc c'est facile de dire que la corruption au Cameroun, c'est la douane. Tout le monde peut dire que c'est la douane, c'est la gendarmerie, c'est la police ou c'est les hôpitaux. Où voulez-vous en venir, ça? J'étais en train de dire que la corruption, dans toutes ses composantes au Cameroun, est produite par la société. Vous ne pouvez pas donc... Je viens politique, donc vous ne pouvez pas donc demander à un système qui entretient et produit la corruption de créer une commission nationale anticorruption qui doit arrêter qui? Qui doit arrêter ceux qui organisent officiellement la corruption. C'est devant tout le monde que ça se fait. Donc on n'a plus besoin de la CONAC pour dénoncer ce qui se passe. Le travail de la CONAC est donc un travail très bien fait. De mon point de vue, la CONAC a répertorié des cas de corruption qui sont avérés et personne n'a contesté cela. Par le passé, avant 2013, entre 2013 et aujourd'hui, il y a des gens qui ont été limogés, des gens qui ont été relevés de leur fonction du fait parce que la CONAC rend son rapport public, mais la CONAC informe le président de la République de ce qui se passe dès qu'elle est saisie. Donc elle a fait son travail selon les textes qui ont été pris. Moi j'ai regardé les textes. C'est comme ça. J'ai dit les textes. On vous a compris. Le texte de l'organisme comme ça. On va monopoliser la parole, s'il vous plaît. Denis, ce qui va nous opposer toi et moi, c'est justement ces textes-là. Il faut donc regarder. On a régulièrement le problème. Il faut aller donc interroger les textes qui m'expliquent. Alex Denis, attendez de prendre la parole chacun à son tour, s'il vous plaît. Juste une petite précision, Ibrahim Chérif. Juste un mot pour dire que il y a la CONAC et il y a les autres entités qui ont la charge de la lutte contre la corruption dans ce pays. La CONAC fait son travail, que les autres fassent le leur. La CONAC n'est pas l'organe qui va mettre la main sur le corrupteur ou le corrompu ou tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que ce n'est pas la CONAC qui a la force, qui a la police, ce n'est pas la CONAC qui a la justice, ce n'est pas la CONAC qui a... Donc que chacun fasse son boulot. Ce qu'il faut saluer là, c'est le rapport qui est présenté par la CONAC. Vous le lisez, ce rapport, vous retrouvez quand même un certain nombre de faits de corruption qui devraient nous interpeller tous comme citoyens. Maintenant, que chacun fasse son boulot. Parce que la CONAC également, ça c'est pour sortir, travaille dans un contexte qui est précis. Il y a une loi, il y a des textes qui organisent tout cela. La CONAC ne peut pas aller au-delà de ce qui est son mandat. Justement, comment appréciez-vous le rôle, Ibrahim Chérif, de ces autres organes, c'est-à-dire la NIF, l'Agence d'investigation financière, la Chambre des comptes, le contrôle supérieur de l'État? Par définition, ces organes-là ne travaillent pas au vu et au su de tous. Par définition, ces organes ne sont pas censés faire, j'allais dire, de la publicité autour de ce qu'ils font. Et il me semble que c'est un peu ça l'incompréhension au niveau du public. La NIF, certainement, fait des choses. Le contrôle supérieur de l'État, ils font. Peut-être qu'ils communiquent, mais normalement, ils ne devraient pas. Il y a des choses qui se font en matière de lutte contre la corruption. Je crois que nous en convenons tous ici. Maintenant que chacun, véritablement, fasse ce qui est de son devoir, ce qui est de sa responsabilité. Il s'agit de ça. Que la CONAC fasse son boulot, que l'ANIF fasse son travail, que le contrôle supérieur de l'État fasse son travail, et qu'on sorte un peu, j'allais dire, du carcan de la propagande ou de la publicité autour de cela. Parce qu'il ne me semble pas que la lutte contre la corruption se fasse de façon, on va dire, grossière comme ça, sur les plateaux de télévision ou dans les journaux, parce que c'est un peu ce qui se passe dans notre pays. C'est plus efficace quand ça se passe autrement. Emmanuel Combe, vous vouliez dire quelque chose? Moi, je suis un peu embêté parce qu'en fait, je crois qu'il va falloir qu'on revienne sur les classiques. Il faut définir ce que c'est que la corruption. On met sur le banc de la corruption, même ligne de la corruption, des choses qui ne relèvent pas de la corruption. Au Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul procès sur la corruption. La plupart des procès qui ont eu lieu sont les procès sur le détournement des deniers publics. Tout à fait. Et la convention de Mérida, n'est-ce pas, aujourd'hui, qui est à peu près en français facile, le seul cadre qui peut nous définir à peu près ce que c'est que la corruption.
traite de corruption tous les avantages achetés, les positions achetées. Vous allez obtenir un marché public sans être le mieux disant ou le mieux proposant parce que vous avez acheté. C'est un crime contre l'intérêt économique objectif et tout ça. Moi, je reviens là-dessus pour dire qu'attention, dans le texte qui régit la NIF, la CONAC, pour aller vite, c'est un texte qui lui donne des pouvoirs en temps réel. Mais on n'a pas le temps pour les développer ici. C'est-à-dire qu'un commissaire de la CONAC a le pouvoir de vous faire arrêter, de vous interpeller et de vous faire traduire en justice s'il a la preuve de ce qu'il dit. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est un peu qu'un médiateur du talent de Denis essaie de mettre dans le même sac le fait qu'un policier prenne l'argent sur le pont, ce qui est condamnable, avec la grande corruption qui est un cancer économique. Je termine en disant ceci. Je termine en disant ceci. On vous a compris. Je termine en disant ceci. Denis, on vous a compris. Denis, on vous a compris. Il ne vous a pas coupé quand vous parliez tout à l'heure. Denis, quand vous parliez tout à l'heure, il ne vous a pas coupé. Laissez-le aussi terminer. Je voudrais quand même dire là, en tant que responsable politique et membre du comité central du RDPC, qu'il est tout à fait scandaleux qu'un grand journaliste vienne sur un plateau dire que la corruption est dans le programme politique du RDPC. Je crois qu'il y a des limites aux Belges qu'il faut respecter. La corruption est quelque chose qui porte atteinte à l'intérêt général et il n'a jamais été dans le programme. Il n'a jamais été dans le programme. Pardon, il y a plusieurs journalistes. Voilà, donc je parle de ce que Denis a dit et de ce que Alex ont dit. Déjà, il n'a jamais été dans le programme du RDPC, tous à la caisse. Et deuxièmement, rendez à César ce qui est à César. Le père de l'opération épervier s'appelle Paul Biya, il ne s'appelle pas Denis Kwebo et Alec Adjibazé. Je crois qu'il y a des limites qu'il faut respecter. On vous a compris, voilà. Emmanuel. Je voudrais revenir à vous, Sambaka, tout à l'heure. Alex, on va avancer, si vous permettez, qu'on reste un peu sur le rôle de ces différents instruments de lutte contre la corruption. Est-ce qu'il n'y a pas chevauchement un moment dans ces rôles-là? Mais il va de soi que la première institution au sein de l'État qui devrait porter la lutte et la répression des infractions, de quelle qu'en soit la nature, c'est la justice. Je dis c'est la justice. Il y en a d'autres qui ont été créés de manière spéciale dans le cadre de la globalisation. Hervé, ne donne pas l'impression. Ne suivez pas, oui, dans le cadre de la globalisation. Moi, quand je vois la NIF, tu sais très bien que la NIF est une... C'est un service du ministère des Finances. C'est un service du ministère des Finances. C'est un service du ministère des Finances. C'est un service du ministère des Finances qui découle de la configuration internationale de lutte contre le blanchiment de l'argent. Si ça n'avait pas eu lieu, je ne suis pas sûr que le Cameroun aurait créé un ANIF. Mais la justice, le procureur de la République, Denis le disait tout à l'heure, fondamentalement, pourquoi est-ce que dans notre pays, le procureur de la République, après dénonciation dans les médias, après dénonciation même par des organisations de la société civile, après dénonciation par des usagers, ne fait pas comme ailleurs. Les saisies d'office, ils en ont le mandat. Oui, on me dira l'opportunité de poursuivre appartient au ministère de, au garde des Sceaux, donc au procureur politique, qui est le le procureur national, le parquet général. Un ancien étudiant en droit. Le parquet général au niveau national, au Cameroun malheureusement. Je vous dis, c'est-à-dire que je n'utilise pas le terme qui est écrit dans les textes au Cameroun, mais on sait aujourd'hui que le procureur, le parquet général national, est sous la responsabilité d'une autorité politique qui est le ministre de la Justice. Vous ne pouvez pas faire comme si vous ne le savez pas, Hervé. C'est pour ça qu'on l'appelle le chancelier. C'est une réalité. Donc, justement, tant qu'on n'aura pas libéré la justice camerounaise. On la mettait au paradis, je n'ai pas demandé qu'on la mette au paradis. Tant qu'on ne l'aura pas libéré, tant que le pouvoir politique n'aura pas un impérium aussi important dans la gestion, la définition des carrières des magistrats et tout le reste. Bon, nous, on peut faire les grands débats comme on fait à la télévision, on peut faire les grands discours comme on fait à la télévision et dire comme Hervé que c'est le RDPC ou bien c'est le plan du RDPC qui a engagé l'opération épervier. Et c'est la vérité. Je rappelle quand même, on ne peut pas rester 33 ans au pouvoir, ne pas revendiquer des choses qui ont été faites par la contraire. Oui, Hervé, si tu ne le sais pas. En 89, moi j'étais étudiant. En 89, j'étais étudiant. Le président a dit à un confrère du shérif, monsieur,
Donnez-nous les preuves. Mais il y a toujours... Mais il y a toujours eu des preuves dans la presse. C'est pourquoi c'est en 2004 qu'on commence l'opération. Alex, on va voir si pourquoi c'est en 2004 votre permission, s'il vous plaît, Sambaka, justement, s'il y a des preuves, pourquoi est-ce que la plupart de ces rapports des institutions de lutte contre la corruption ne sont pas suivis d'effets immédiats, notamment des poursuites judiciaires? Ben oui, tout simplement parce que les mécanismes qu'on a mis en place, ce sont des mécanismes qui freinent l'aboutissement d'une lutte. Vous voyez, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas en même temps être le juge. Vous êtes partie prenante. Vous voyez, vous êtes dans les institutions et on vous dit il faut combattre la corruption et au sein même de l'institution, il faut trouver les solutions. Non, les Camerounais sont suffisamment intelligents, ils sont suffisamment capés pour qu'on fasse appel à des cabinets, à des spécialistes pour mettre en œuvre un certain nombre de choses. Si on ne le fait pas et qu'on demande à l'administration de s'auto-censurer, vous voyez, c'est difficile. La vertu, c'est quelque chose de fondamental pour que nous puissions avancer dans des cas comme cela. Mais la vertu a besoin de guides. Vous comprenez? Alors qu'à l'inverse, vous avez le vice. Avec le vice, mais c'est comme le cancer qui se répand. Hein? On n'a pas besoin de mettre. Tout le monde invente comment est-ce qu'il peut corrompre, comment est-ce qu'il peut tricher. Donc nous sommes dans un pays où tout le monde est d'accord que l'exception, c'est la vertu. Ça veut dire... Mais c'est ça la règle. Mais l'exception chez nous, c'est la vertu. Non, donc ça veut dire qu'il y a un combat fondamental à mener entre par les institutions, par les citoyens, par les Camerounais en général. Parce que, à force de baigner là-dedans, vous voyez, ça fait tache d'huile. De telle sorte que, comme Denis disait, et il le disait, vraiment, je le salue pour cela, que c'est au vu et au su de tout le monde. Maintenant, s'il faut différencier la corruption de ceci ou de cela, ça relève de la masturbation intellectuelle. Wow. Et je dois dire que ce que nous devons retenir, c'est que ça nous fait du bien ou ça nous fait du mal. Vous voyez? Donc quand on a regardé tout ça comme ça, on comprend qu'il y a quelque chose à faire à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux qu'il faut le faire. 3 dernières questions pour sortir de cette thématique. D'abord avec vous, la CONAC plaide de l'application de l'article 66. C'est du déjà entendu, non? Je ne voulais pas dire que c'est n'importe quoi, c'est sérieux une insulte à la CONAC. Je vais revenir à ce que j'ai dit et qui était fondamental pour celui qui a lu quelques lignes en économie politique et celui qui fait quand même rêver ses bonnes amis, mais qui fait le tour. Chaque fois que je suis parti du Cameroun, c'est pour travailler sur le trafic financier illicite. Donc Hervé sait que c'est mon travail aussi. Donc je parle aussi, c'est parce qu'on est sur un plateau de... Je sais que tu es un investigateur. Non, je dis que... Non, et quand on a fait le tour en matière de corruption, ce que tous les experts disent, ce que tous les enquêteurs, les vrais enquêteurs disent, c'est que c'est le système politique. Je n'ai pas dit le RDPC. Je n'ai jamais prononcé le nom de RDPC. C'est le système politique. C'est le type de gouvernance politique qui détermine le niveau élevé ou bas de corruption dans un pays. Voilà, parce que le socle de la révolution dans ce système-là serait la qualité de l'organisation. C'est pour ça qu'il faut interroger, il faut pas aller... Je ne veux pas aller regarder les mots du rapport de la CONAC. Ce n'est pas ça le problème. Le rapport, et tout le monde semble s'accorder, peut-être même si la contradiction ici est épidermique au Cameroun, c'est que c'est la qualité des institutions de lutte contre la corruption qui va déterminer la réussite ou non. Sauf que vous ne pouvez lutter contre la corruption que lorsque le système que vous incarnez ne produit pas, n'est pas un système de production de la corruption. Et le système capitaliste, comme celui qui est ici, où tout le monde au Cameroun, parlons d'enrichissement illicite. Nous sommes un pays où, si vous ne faites pas preuve d'inventivité en matière de corruption, personne ne vous respecte dans la rue. Il y a des gens qui ne vous respectent au Cameroun que lorsque on voit que vous avez conçu beaucoup d'immeubles et personne ne va s'intéresser dans ce système-là. Mais comment est-ce que cette personne qui est avec nous toujours cassée... En ce moment-là, ne faites pas insulte à ceux qui ont gagné honnêtement leur... Non, il y en a dans ce pays aussi. Non, Ibrahim, je veux dire que il ne faut pas qu'on donne cette impression-là. Venez, il faut permettre... Vous allez chuter maintenant. Je veux dire que si le système est bien organisé, on saura comment chacun gagne sa vie. Et lorsqu'on sait comment chacun gagne sa vie,
il ne sera plus possible, on ne sera plus là pour dire qu'il faut la NIF. Prenez les banques. J'ai des cas, parce que je travaille sur ces cas-là ici, des gens de la NIF qui passent d'entreprise en entreprise pour arnaquer les responsables au nom d'une enquête qui en réalité n'existe pas. Okay. La NIF existe, mais aujourd'hui au Cameroun, on vous dit, telle personne a pris 7 milliards, telle a pris 40 milliards. Comment est-ce que des gens parviennent donc à déposer ce type de montant pharaonique dans des comptes bancaires dans un pays où il y a la NIF, où il y a la CONAC, qui a déjà saisi le problème avec les journalistes, ça pas s'arrêter. Donc, il ne faut pas nous amener dans le rapport de la CONAC pour nous faire éviter de parler de la corruption, parce que le rapport là est un bon rapport de mon point de vue. Il ne faut pas tourner en rond pour dire que c'est un bon rapport, parce qu'il y a des cas patents de corruption dans ce pays. On vous a compris. Chercher comment résoudre cela. Alors, Ibrahim Chérif, pourquoi une chambre des comptes et non une cour des comptes comme dans d'autres pays de la sous-région? Chacun a son système. Chacun a son système. Nous avons dit chambre des comptes. Je crois que le plus important là-dedans est de savoir qu'est-ce que nous mettons dans la chambre, ou la cour, si vous voulez, dans la chambre des comptes. Est-ce qu'on est sûr que la cour des comptes qui existe dans d'autres pays de la sous-région, avec ces cours de comptes-là, soit plus efficace absolument que la chambre des comptes au Cameroun? Je ne suis pas si sûr. Le plus important là-dedans, c'est qu'on prenne conscience de ce qu'il y a obligation de lutter contre les détournements, contre la corruption. Il y a obligation de traduire les auteurs de ces actes-là en justice. Est-ce que cela se fait? C'est ça la question qu'il faut poser. Les institutions, comment on les appelle, comment elles sont intitulées, on peut en discuter à longueur de journée, mais on n'en sortira pas. Chambre des comptes, cour des comptes, le plus important là-dedans, c'est le contenu, c'est qu'est-ce qu'on fait à la chambre des comptes, me semble-t-il. Hervé Emmanuel Combe, le TCS, qu'est-ce qu'on en fait? Un instrument de plus? Le tribunal criminel spécial est une institution spécialisée dans les détournements, la lutte contre les détournements des deniers publics. Et je voudrais revenir, la Cour des comptes, que vous l'appelez même Chambre des comptes, ne sont que des institutions de contrôle et des sanctions des écritures comptables publiques. La lutte contre la corruption est plus globale que cela. Et elle a besoin d'une politique précise. Et cette politique, sur le plan préventif, doit être fondée sur la prévention des conflits d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est lorsque quelqu'un se trouve en position de commettre un crime économique qui soit même autorisé par la position de pouvoir qu'il occupe. C'est pour cela que cette réforme devra partir même de l'école. Vous avez dans la même ville, le préfet est sorti de la même promotion que le EPR général. Le procureur de la République est la même promotion. Le directeur des comptes de la douane. Donc, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts? C'est une lutte dans laquelle nous devons nous tous... C'est pareil, hein? Non, permettez. Alors, Ibrahim me donne l'occasion de répondre à une question. La promotion Voltaire, là, à l'ENA, c'est eux qui sont au pouvoir en ce moment. S'il vous plaît, si vous me laissez le temps d'expliquer une chose. Vous pouvez être de la même promotion, mais vous n'occupez pas toutes les fonctions dans la même ville et dans le même système. Le système de contrôle doit prévenir le conflit d'intérêts. Je termine en disant... Terminez en 30 secondes. 30 secondes, vraiment. Terminez, Emmanuel. En 30 secondes, s'il vous plaît. Je termine en disant ceci. Pour qu'on ne donne plus l'occasion à des journalistes, d'une façon même apparente, de dire que le système génère lui-même la corruption, il faut réformer les lieux de formation des décideurs. Et là, Denis a raison, tout comme Alex. Vous ne pouvez pas avoir les collègues d'une même promotion qui sont magistrats, comptables, ordonnateurs de dépenses et tout. Et pour revenir, et nous tous, nous y participons. Et en cela, je vous dis que la volonté, elle n'a plus besoin d'être démontrée du président Paul Biya, et de combattre ce cancer qui est contraire à l'intérêt général. Sambaka, pour sortir définitivement de ce débat sur le TCS, pourquoi est-ce que l'arrêt des poursuites n'est-il pas appliqué à tous lorsque un prisonnier restitue le corps de délit, par exemple? Tout simplement parce que nous sommes dans un système de 2 poids, 2 mesures. Mais je dois dire, pour revenir au problème de jeu rapidement, moi je préfère la Cour des comptes parce que dans un pays fortement sinistré comme le Cameroun du fait de la corruption,
la Chambre de compte va centraliser toutes les opérations qui se trouvent dans le territoire. Alors que si nous avons une Cour des comptes, nous aurons au niveau des régions des chambres de compte, parce que le problème c'est quoi? Nous voulons nous développer, nous voulons combattre les fléaux, la corruption et autres. Nous ne pouvons pas centraliser au niveau de Yaoundé, les dossiers seront traités à la traîne, alors que si nous acceptons tous que le pays est fortement corrompu, il y a des détournements, il nous faut des chambres de compte au niveau des régions pour que nous puissions aller vers la fluidité de ces opérations. Maintenant, je voulais le dire parce que Hervé a dit quelque chose, je voulais relever ça tout à l'heure, mais c'est parti, vous savez, vous comptez, vous courez après le temps. Merci cher monsieur pour cette première partie. On va marquer une pause juste derrière, on retrouve la deuxième thématique. Carte de presse, qu'est-ce qui coince depuis la publication des conditions visant à obtenir cette carte de presse? Eh bien, c'est comme un tollé général dans la coopération. Alors, Denis Kwebo, je commence par vous. Vous êtes le président du syndicat national des journalistes du Cameroun. C'est quoi le problème? Je voudrais d'abord rappeler à l'intention de tous ceux qui regardent ce débat que le syndicat national des journalistes du Cameroun n'a jamais attendu la mise sur pied de la commission de la carte de presse, la nomination de ses membres pour donner sa position. Notre position date de très longtemps. Ça se sait. Elle a toujours été publique lors de nos points de presse. On dit que ce serait quand même une chose anormale que dans un pays comme le nôtre, les journalistes n'aient pas une identité professionnelle. Donc, c'est même bizarre que plus de 50 ans après l'indépendance de notre pays, on arrive seulement maintenant à poser ces débats-là sur la table, alors que la presse a toujours existé ici. De manière concrète, c'est quoi le problème exactement? Le syndicat national des journalistes du Cameroun, qui tire la légitimité d'abord des conventions 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail, dit que, conformément à la 98, le principe de la parité doit être respecté chaque fois qu'on parle d'une question qui a trait aux intérêts de la corporation. Et selon la loi, selon toutes les lois qui existent au Cameroun, selon toutes les conventions que le Cameroun a signées et ratifiées, il existe, je parle du secteur de la presse, il existe dans le secteur de la presse 3 acteurs et 3 acteurs uniquement. Les patrons de presse, les travailleurs de presse et l'État qui est l'arbitre. Il n'y a pas une 4e partie. Selon le principe de la parité sous la Convention numéro 98 et selon les termes du Code du travail, la lettre même de la Convention collective nationale des journalistes et des professionnels des métiers connexes de la communication sociale au Cameroun, dont nous sommes signataires, la parité doit être respectée de bout en bout. C'est-à-dire que pour la carte de presse, elle doit être délivrée par une commission mixte paritaire composée des représentants élus des travailleurs de la presse et des représentants élus des employeurs de la presse sous l'arbitrage de l'État, parce que nous sommes dans un État et dans un État des droits. Toute institution qui émanerait seulement des journalistes ou seulement des employeurs ou seulement de l'État est une institution qui est nulle et par conséquent de nul effet. Pour la commission de la carte de presse qui est ici aujourd'hui, nous la recusons parce qu'au terme des lois camerounaises, c'est-à-dire le Code du travail, la Convention collective, les Conventions 87 et 98, l'État n'a pas respecté la loi. L'État n'a pas respecté la loi. Ibrahim Chérif, pour ne pas faire insulte à cette commission, entendre parler de Denis Kwebo, vous êtes des imposteurs? Moi, je ne suis pas un imposteur et la commission n'est pas dans l'imposture. Je pense qu'il est, on va dire, contre-productif de faire dans
le juridisme ici. C'est-à-dire que nous portions des textes, que nous les mettions sur la table et puis qu'on commence à toucher à chacun des textes en disant que cette virgule n'a pas été respectée ici et donc la commission est de nul effet. C'est pas ça le propos. Je pense qu'il y a une grande question, et c'est une question fondamentale, qui touche, on va dire, à l'existence même de la profession de journaliste dans ce pays. Est-ce que nous voulons que, enfin, on nous prenne au sérieux? C'est ça la question. Si nous voulons qu'on nous prenne enfin au sérieux, il faudra qu'à l'intérieur de la profession, qu'on balaie, qu'à l'intérieur de la profession, qu'on sache qui est effectivement journaliste et qui ne l'est pas. C'est ça la question fondamentale. Maintenant, on peut porter toutes sortes d'arguments juridiques et mettre sur la table. Mais je dis, il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Ce n'est pas la première fois qu'une commission nationale de délivrance de la carte de presse est mise sur pied. Il y en a eu une avant celle qui a été mise sur pied cette année, qui a fonctionné bon an, mal an, avec les moyens qui étaient les siens. Et cette commission a délivré des cartes de presse. Et il me semble que Denis Kouébo, qui parle, a une carte de presse de cette commission-là. Ou en tout cas, il a postulé. Et mon agent a été détourné. Oui, vous avez postulé. Ça veut dire que quelque part, vous reconnaissiez un peu la légitimité de cette commission. Alors, peut-être pas la question. Une minute. Peut-être pas la légitimité, mais la nécessité qu'il y a, et je dis encore, la nécessité qu'il y a à assainir. Moi, je suis très embêté aujourd'hui. J'ai la prétention de dire que je suis journaliste. J'ai un certain nombre d'années d'expérience et de pratique. J'ai la prétention de dire que je ne suis pas le moins bon de ces journalistes-là. Mais d'une manière générale, on a honte quand on dit « voici les journalistes du Cameroun ». Pourquoi? Parce que, je ne vais pas citer les noms ici, ce n'est pas une affaire de « attendez, je ne cite pas les noms ». Mais on nous traite de tous les noms d'oiseaux, journalistes du Hilton, ici à Douala, ça s'appelle quoi, je ne sais plus. Alors, il y a du tout là-dedans. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que vous, monsieur Bouba Ngomna, quand vous dites « je suis journaliste », qu'on vous respecte. Ça va au-delà des petits avantages, ça va au-delà des querelles de chapelle. Parce que dans le journalisme, dans la profession ici, il y a énormément de chapelles. Il n'y a pas que le syndicat national, le syndicat national des journalistes, il y en a d'autres. Est-ce que les conditions d'obtention de cette carte de presse ne posent pas problème? Parce que... Les conditions d'obtention de la carte de presse au Cameroun, elles ressemblent aux conditions qui sont posées, on va dire, dans des pays qui nous ressemblent. Nous disons, doit postuler ou postule à la qualité de journaliste dans ce pays un homme ou une femme titulaire d'un diplôme de journalisme. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'un homme, une femme titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur, ce n'est pas un métier pour illettrés, d'un diplôme d'enseignement supérieur avec un certain nombre d'années d'expérience. On table là-dessus et on discute. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne faisons pas... la divination. C'est pas de la divination, comme il dit Emmanuel. Je dis, nous avons un problème dans cette profession-là, il faut le résoudre. Et le résoudre exige que tous nous nous mettions ensemble. La Commission nationale de délivrance de la carte de presse, que récuse le syndicat national des journalistes du Cameroun, dont se réclame M. Kouébo. Il m'est arrivé dans mes balades à travers la capitale de discuter avec certains membres de ce syndicat-là. Il ne me semble pas que ce soit une position unanime à l'intérieur du syndicat. C'est faux, monsieur. Il m'est arrivé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, permettez, vous allez faire de l'état de policier, arrêtez pour que je vous dise la vérité. S'il vous plaît, je vous le dis, tout mon respect, monsieur Chéri. S'il vous plaît, permettez que je d'abord votre voix, je ne peux pas accepter. Permettez que je d'abord votre voix. S'il vous plaît, demandez à monsieur Chéri de retirer ce nom qu'il a dit. Je vous en prie.
Si la police l'a envoyé faire ce travail, qui le dit maintenant, Denis, s'il vous plaît, on se calme. Demandez à M. Chérif de Vous permettez, on se calme, vous allez laisser. Monsieur Bouba. Non. M. Chérif doit retirer ce qu'il vient de dire. Il ne travaille pas, il n'est pas membre de notre syndicat. Vous permettez que je continue. Il parle de sa continue. chapelle et qu'il arrête de faire Vous permettez que je continue. Ça fait 2 éditions de cette émission que, au cours de ces 2 éditions, on vous a donné la parole. Permettez que la commission de la carte de presse s'exprime. Je suis désolé. Permettez que nous nous exprimions. Est-ce qu'on peut glisser un peu? Mais demandez à M. Chérif de retirer Permettez que la police lui a demandé de quitter le plateau. Denis, on se calme. Permettez que nous nous exprimions. Nous sommes entre gens civilisés, allons-y. S'il vous plaît, permettez-nous d'avancer un tout petit peu. Alors moi, Ibrahim Chérif, vous allez peut-être... Je vais revenir à vous si vous le permettez. Je vais revenir à vous. Non, je reviens à Ibrahim Chérif tout à l'heure. Mais je voulais quand même relancer Alex Azebazé sur les conditions. On parle, s'il vous plaît, merci. On parle d'affiliation à la Caisse nationale de prévoyance sociale, d'un contrat. Mais où est passée la convention collective? On ne fait pas allusion. Mais, Bouba, là, tu es au cœur du problème que nous... Parce que c'est toujours trop facile que quand on a nommé des gens comme Chérif et moi, on est membres fondateurs de l'Union des journalistes du Cameroun depuis 1996. C'est entre vous, quoi. Pour que personne ne pense qu'il y a un problème de personnes entre nous. Il n'y a pas de problème de personnes. Mais il y a des questions de principe. Non, il y a des questions de principe. Discutons des problèmes de base. Il y a des questions de principe que dans une société qui prétend aller à la démocratie, à la représentativité assumée, qu'on ne peut pas continuer à laisser faire comme ça. Moi, je vais simplement poser la question. Tout à l'heure, Chérif a essayé de déstabiliser le SNC en prétendant qu'il rencontre les gens à Yaoundé. Je ne peux pas vous dire ma position personnelle dans les débats internes du SNIC. C'est ma position personnelle. Mais quand l'organisation, la démocratie fonctionne comme cela, quand l'organisation a pris une position, tout démocrate, membre de cette organisation-là, est obligé. Maintenant, vous pouvez répondre à ma question, parce que ma question, elle n'est pas... Je tenais à le dire, parce que dans ce pays, on aime exploiter les histoires d'individus pour penser que les organisations n'existent pas. Ne nous attardons pas. Je le dis parce que je suis l'un des journalistes les plus engagés dans le mouvement associatif et démocratique dans ce pays. Sur la question, non, je n'ai pas dit que j'avais pas le monopole. En attendant, ne perdons pas le temps sur les situations périphériques. Vous pensez que la question fondamentale. Mais la question fondamentale, elle part de là. Comment voulez-vous que des organisations qui ont précisément pour base d'existence, pour légitimité à la fois institutionnelle et représentative, la défense des droits d'une corporation, passe le temps à vouloir leur opposer des personnes qui ne parlent qu'en leur nom. Je vous pose la question. Au sein de la commission dont on parle là, qui a désigné qui pour être... Ne parlons même pas des faiblesses de la commission sur sa base structurelle, mais sur la base nominative des personnes. Qui dans ces commissions-là représente qui? C'est pas parce que Chérif est un bon journaliste que lui, il a la légitimité pour diriger les questions d'arbitrage. Vous reconnaissez pas à travers ces personnes nommées au sein de cette commission. Moi, je vous le dis. Non, je vous le dis. Je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui attendent que moi je vienne sur ce plateau contredire la position du SNIC, ils m'attendront longtemps. Ils te connaissent mal. Par contre, mais le soir, tu peux le faire. Par contre, je vous dis, moi, je suis un monsieur qui se bat partout où il est. J'avais la parole. Là. Oui, à vous, Ibrahim Chérif. Donc, ces questions de conditions, comment tu appelais ça, conditions de délivrance de la carte, ou bien les conditions qu'il faut remplir. Mais évidemment que s'il y avait un accord de base sur la nature et les missions de la structure, il n'y aurait pas de débat sur les conditions, parce qu'il faut toujours réunir une condition pour appartenir à un groupe, à une profession, à toute autre chose. Alex, chutez maintenant. Étant négociateur, ça c'est la méthode de étant négociateur de la Convention collective nationale des journalistes du Cameroun, j'ai dirigé la délégation du syndicat national des journalistes du Cameroun dans le groupe des travailleurs.
Pourquoi est-ce que personne ne pose la question de sa non-mise en application? Et on bondit comme si on pouvait assainir, prétend-on, une profession sans s'assurer de ce que les véritables professionnels qui ont choisi ce métier-là pour travailler, en dehors de la corruption, en dehors de l'argent qu'on va prendre dans les cabinets des ministres ou dans les cabinets des directeurs généraux, ne peuvent pas de leur métier pouvoir vivre. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Hervé Emmanuel Pourquoi on ne le fait pas? Est-ce qu'il n'y avait pas un travail... La CAD ne viendra pas résoudre ça. Hervé Emmanuel Combe, est-ce qu'il n'y avait pas un travail préalable à faire avant la mise sur pied de cette commission ou même peut-être les conditions d'obtention de cette carte? Je vais vous étonner. Je crois que là, le gouvernement a une responsabilité dans cette affaire qu'il va falloir qu'il assume. Parce que la question, la question est plus globale. La question est que nous avons une loi de communication sociale. Et ceux qui mettent à mal cette communication, cette loi de communication sociale, ce sont souvent les journalistes, entre guillemets, ce qu'on appelle journalistes. Absolument. Et cette loi de communication sociale est mise à mal. On a commencé ce débat avec le Conseil national de la communication. On est maintenant sur la commission de la carte de la presse. Et tout à l'heure, Ibrahim Chérif a posé la question, qui est journaliste au Cameroun? Et je voudrais quand même, au nom d'Ibrahim, que je connais très bien, c'est un ami, dire que je retire son mot parce que ce n'est pas à lui de désigner quels sont les représentants du syndicat national des journalistes. Parce que là, il faut l'équilibre. Mais quand on sort de ce débat... Il va prendre la parole tout à l'heure. Quand on sort de ce débat, Ibrahim a posé la question de la responsabilité. C'est-à-dire que cette loi de communication sociale doit conforter un métier qui est noble, un métier de journaliste. Ce sont des sentinelles, les veilleurs de la conscience populaire et ceux qui doivent participer à travers le quatrième pouvoir, n'est-ce pas, à l'équilibre de notre démocratie. Mais là-dedans, on trouve des voyous, on trouve des bras cassés, on trouve des gens irresponsables, on trouve des gens qui n'assument même pas les conséquences de leurs actes. Et c'est là qu'il y a un problème aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut un peu plus de sérénité. Le gouvernement doit mettre autour de la table tout le monde, n'est-ce pas? Et c'est sûr que Denis a raison de dire que ce n'est pas d'une façon unilatérale qu'on doit constituer une commission. Il faut qu'il y ait des représentants de contre-pouvoir des employeurs. Des employeurs qui eux-mêmes fuient souvent leurs responsabilités et des employeurs qui ne payent même pas les ouvriers, les employeurs qui entretiennent dans la précarité, ceux qu'ils appellent journalistes. Et donc, Ibrahim est là-dedans, qui est un patron de presse plus qu'un employé, parce que son talent n'est plus à démontrer, se trouve simplement être un faire-valoir. Parce qu'aujourd'hui, moi je connais beaucoup, entre guillemets, des journalistes, ils sont dans l'intermittence, dans la précarité, et du coup ils sont exposés, certains sont devenus des agents, des vecteurs de corruption, des vecteurs de la diffamation, des vecteurs du mensonge, et ils font de cela. Donc tout ce désordre, l'État doit siffler la fin de la récréation, mais dans le respect de la loi et des équilibres des rapports. Voilà ma position. Ibrahim Chérif. Bon, maintenant que vous m'accordez... Vous me remettez la parole. Parce qu'on me l'a arraché. Parce que justement, il fallait un peu... Je reviens encore, on va dire, aux fondamentaux. Parce que le débat que nous avons ici est important sur l'avenir de cette profession. Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut pas. On ne peut pas continuer comme ça. Vivre comme on vit dans cette profession-là, ici au Cameroun. Il ne faut pas prendre des exemples de très loin. Dans des pays africains, je ne veux pas les citer. Il faut les citer. Dans ces pays africains-là, qui ne sont pas loin de chez nous, on fait beaucoup mieux. Pourquoi est-ce que nous ne ferions pas mieux? Faire mieux ici, c'est, contrairement à ce qui est dit par mes voisins ou mes contradicteurs, c'est... Eux, ils mettent la charrue avant les bœufs. Mettons les bœufs avant la charrue. C'est-à-dire que, qui sont vos interlocuteurs? Vous, syndicats des professionnels, vous, syndicats des journalistes. Bien sûr que nous avons... Qui est journaliste qui adhère à votre syndicat? Moi, j'aimerais bien que ce soit des journalistes qui adhèrent au syndicat. J'aimerais bien que ce soit des journalistes qui adhèrent au syndicat. Alors, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Vous dites, nous sommes le syndicat des journalistes. Vous m'interdisez même carrément
de discuter avec des gens qui sont membres de votre syndicat. Vous dites, il faut que je retire. Il n'y a que la police qui peut permettre que la police permettez que je vais vous donner la parole. Permettez que je continue. Je vais vous donner la parole. Parce que finalement, c'est vous qui faites la police. Pourquoi vous interdisez à vos membres de parler? Ah non, du tout, personne. Moi, je discute avec vos membres. Et vous êtes quoi, monsieur Chérif? Vous je suis journaliste. De quel syndicat? Je suis journaliste. J'étais avec monsieur Ngouabi Longa du Sénamec. S'il vous plaît. Et vous n'avez jamais été... S'il vous plaît. Je vais vous répondre tout à l'heure. Permettez que je parle. Permettez que je parle. Je dis, est-ce qu'il est interdit de discuter avec les membres de votre syndicat? La question, la réponse est non. Et donc, moi, il m'arrive de discuter avec cela. Il m'arrive de discuter avec cela. S'il vous plaît. Est-ce qu'une position individuelle peut dominer un syndicat? Vous n'avez jamais fait partie de quelle association? Permettez que... Je ne connais pas ce que c'est que c'est normal qu'il a pas... Je vais laisser le terminer, sinon on va pas s'en sortir. Permettez que je discute, parce que c'est vous qui faites la police ici. Quand tout un directeur parle n'importe comment, je vous en prie, c'est vous qui faites... Ça ne fait pas honneur. Ça ne fait pas honneur à la police ici. Ok, d'accord, on va avancer. Quand tout un directeur va dans les quartiers rencontrer nos militants, on va avancer sur un plateau... Non, je n'ai pas fini. Ok, terminé Ibrahim. Il a l'initiative ici, il va parler jusqu'à la fin. Ibrahim, terminé. Je n'ai pas fini. Terminé Ibrahim. Je n'ai pas fini. Allez-y, terminé. Terminé. Non, parlez, monsieur le directeur, parlez. S'il vous plaît. Moi, je ne personnalise pas cette Parlez pendant 2 heures. Je parle ici au nom de la commission de délivrance de la carte de presse. Moi, je parle au nom des journalistes. S'il vous plaît. Mais Denis souffle. Je parle au nom des journalistes. Vous permettez que je parle. Depuis on tourne en rond, on n'avance pas, Denis. Laissez-le terminer. Arrêtez de me... Bon, c'est un jeu que nous connaissons. Denis, vous allez prendre la parole à votre tour. C'est un jeu que nous connaissons. Vous allez prendre la parole à votre tour. Mais nous ne rentrons pas dans ce jeu-là. Parce qu'il s'agit de l'avenir de cette profession. Ok. Et l'avenir, je vous en prie, je vous en prie, monsieur Bouba. Moi, je parle au nom de la commission de la carte de presse. Nous avons pour ambition de faire en sorte que demain soit meilleur pour ce qui est de la profession de Ibrahim. S'il vous plaît, Ibrahim, on vous a compris. Je n'ai pas fini. Vraiment, je n'ai pas fini. Vous avez toute la liste. Vous ne pouvez pas me faire partir. Vas-y, il y a un minimum de... Je dis, nous travaillons sur l'avenir de cette profession-là. Et pour que cet avenir-là soit meilleur, s'il faut passer par, appelons ça le dialogue, au sein de la profession. Nous sommes d'accord. S'il vous plaît, nous sommes d'accord. S'il faut passer, j'allais dire en force, on passera. Au nom de la République. Oui, parce que vous êtes, on va dire à l'intérieur, il y a des jeunes qui nous regardent. C'est de jeunes journalistes. C'est des jeunes journalistes. Ils ont besoin de visibilité. Et vous attendez le soir de votre carrière pour venir dire ça aujourd'hui. Vous étiez où avant pour ne pas dire ça, monsieur? Ils ont besoin de visibilité. Vous attendez la permettez que je parle de tout ça. Permettez que je parle. S'il vous plaît, si c'est pas possible, je n'ai pas serai obligé de demander une transition. Je n'ai pas fini. Vous l'empêchez de parler. S'accorder pour 2-3 fois. À la régie, on va prendre une petite transition, une respiration et on va faire quelques mises au point et on revient juste derrière, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va avancer, je vous en prie. Monsieur Bouba. Moi, je vais revenir à vous, Ibrahim, si vous permettez. Moi, je reviens à vous. Fini, hein, pour une ou deux phrases et puis j'ai terminé. Une phrase. Donc, je dis, la jeunesse de cette profession-là nous observe. Il faut régler cette affaire-là. Parce que les petites querelles de chapelle, les querelles de clocher, les querelles personnelles, on en a suffisamment eu au sein de cette profession. La carte de presse est un préalable et nous sommes tous d'accord là-dessus. Parce qu'il faut dire enfin dans ce pays, et on revient à la question de départ, qui est journaliste? Moi, mon interlocuteur est journaliste. Alors, qui n'est pas journaliste n'est pas mon interlocuteur au sein de est-ce que pour exercer au Cameroun, a-t-on nécessairement besoin d'une carte de presse? Il faut. Non, je pose la question. C'est mal posé quand tu le poses comme ça. Non, moi je ne vais pas vous répondre en tant que journaliste. Hein. Moi je prends mon recul en tant qu'homme politique pour voir un peu comment la scène politique s'anime dans les différents corps. Et je salue le corps des journalistes. Je salue le corps des journalistes où il y a débat. Vous voyez? Est-ce que vous avez entendu parler d'autres corps? Est-ce que ceux qu'on appelle les défenseurs, les avocats, prennent position dans les affaires du Cameroun? Oui.
Je ne les sens pas. Je suis désolé. Charles Tchungang n'est pas le représentant du corps. Donc, je dois dire qu'il faut saluer. Il ne faut pas nous distraire, s'il vous plaît. Non, il faut d'abord saluer le fait qu'il y ait débat. Maintenant, peut-être avec beaucoup de passion. C'est un débat qui nous permet d'avancer. Voilà. Maintenant, peut-être avec beaucoup de passion, mais je dois dire qu'il faut saluer cela. Ça va nous permettre probablement d'avancer. Il y a ceux, d'un côté, qui ont reçu le décret, qui veulent absolument marquer quelque chose. Ça ne peut pas être quelque chose de négatif. Voyez-vous. Mais il y a de l'autre côté ceux qui estiment qu'ils ont la légitimité, et nous souffrons de cela, nous les hommes politiques, qui pensent que ça devrait passer par eux. Maintenant, la conjugaison de tout cela et l'objectif tracé. Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif? De bons journalistes, des gens qui sont capables de faire en sorte que le pays soit respecté comme par le passé. Moi, je me rappelle, quand il y avait les CJ et tout ça là, quand les gars sortaient de là-bas et tout, ils faisaient le tour du monde, ils revenaient. C'était le temps du monolithique. C'était formidable. Donc je dois dire, non, je ne parle pas des termes qu'on est. Moi, je parle en tant que politique. Et je dis que moi, mon souhait, ce serait que dans nos différents métiers, qu'on trouve des spécialistes qui sont forts, qui sont respectés de par le monde, comme on était par le passé. Ok, d'accord. Denis Kouebo, maintenant, est-ce que l'assainissement de la profession passe par l'obtention? Qui a peur de l'assainissement? Vous savez, il est difficile de travailler dans un pays comme ça où, si je demande à n'importe lequel des membres de la commission de délivrance de la carte de presse, quelle est la première convention du travail? Même M. Chérif qui est là, si vous voulez, je le mets au défi, il ne peut pas me dire ce que dit la convention 001 de l'OIT. C'est pas un interrogatoire. Je viens. C'était une digression juste. Quand les gens ont travaillé pendant 25 ans, 30 ans, sans regarder ce que dit le Code du travail, quand vous avez vu nos aînés dans la corporation menacés de se suicider à la CATV, j'ai lu une déclaration dans un journal anglophone, qui dit qu'il risque de se donner la mort si le président de la République ne lui accorde pas 3 ans pour qu'il travaille encore. Donc, vous voyez, c'est là le problème de la presse. Je viens. Oui, il y a des gens qui ne vivent que de la... Il y a des aînés dans la corporation, notamment à la CATV, qui ne vivent que de cette perfusion de 3 ans que le chef d'État leur accorde. Sinon, s'ils partent à la retraite, c'est fini pour eux. Ce n'est pas le cas d'Ibrahim. Non, pas le cas. C'est pas le cas. Maintenant, je viens. Alors, vous dites que... Là, on a le diable. Je veux dire à quel niveau... Je veux dire à quel niveau est-ce qu'il y a le mal dans cette corporation-là. Et comme tous les autres ont dit, n'importe qui peut être journaliste au Cameroun, et ce n'est pas normal. J'ai dit, ce n'est pas normal que n'importe qui puisse être journaliste n'importe comment dans un pays. Vous avez quelle solution? Je viens. Nous vous proposons. Oui, non, vous ne pouvez pas nous proposer, vous n'avez pas qualité. Alors, je viens. C'est quoi la solution? Vous avez quelle solution? Je viens. Le syndicat. Je viens. Allez-y. Alors, nous au moins, nous avons regardé pour savoir où se trouve le problème. Et l'État du Cameroun a convoqué par arrêté ministériel une commission chargée de négocier et d'adopter la Convention collective nationale des journalistes. À cette convention, on a traité de tout. Toutes les conditions pour avoir la carte de presse aujourd'hui ne sont pas nouvelles. C'est des conditions qui sont tirées de la Convention collective. Sauf que le jour où nous avons signé la Convention collective, une personne, M. Séverin Tchunke, s'est levé à la commission pour dire « Nous n'allons jamais appliquer la Convention collective au Cameroun. » Motif? Tant que le gouvernement du Cameroun n'applique pas la Convention de Florence, nous ne l'allons pas appliquer. Et à la commission, on lui a dit, lorsqu'on signe une convention collective, il n'y a pas de réserve. Deuxième chose, vous n'avez même pas une imprimerie. Vous n'avez même pas un ordinateur. C'est vrai que beaucoup de patrons de presse aujourd'hui font importer des ordinateurs à leurs amis, sous prétexte que c'est des intrants de presse, mais on sait que dans les salles de rédaction, c'est vide. Les journalistes aujourd'hui les mieux payés dans la presse privée ont 11 mois d'arrêt de salaire. 10. C'est vrai. Alors vous pensez qu'il est plus normal d'accepter qu'un journaliste de renom ait 11 mois d'arrêt de salaire que de lui dire où est ta carte de presse? Est-ce qu'avec une carte de presse, on verra maintenant enfin à la CATV des grands journalistes respecter la charte de Munich qui vous interdit de prendre 1 500 000 francs à quelqu'un pour venir parler à Actualité Hebdo? Si vous êtes en France, on vous retire votre carte de presse si vous participez à une interview payante.
Donc, à partir de demain lundi, et nous avons travaillé là-dessus, 1. Si vous n'avez pas l'agrément en tant que télévision, en tant que radio, nous allons rencontrer le Premier ministre. Si vous n'avez pas d'agrément, vous n'exercez pas. 2. Si vous avez une radio, une télévision et un organe de presse écrite en violation de la loi, on vous porte plainte, vous allez en prison. 3. Ça, ce sont les actions du syndicat. Dans les prochains jours, nous avons déjà pris rendez-vous avec les ministres à Yaoundé. Le ministre de la Communication nous a contacté. Non, je viens. Mais nous, et en tant que syndicat, je dis donc que, troisième condition, tant que la convention collective nationale des journalistes n'est pas appliquée, nous allons voir donc qui a les journalistes. Vous ne pouvez pas décider dans une commission de passer en force parce que, vous n'aurez personne. Il n'y a que nous, les donneurs d'ordre dans cette corporation. Nous avons testé cette légitimité-là auprès de la commission. Donc, je n'ai pas de problème avec la commission aujourd'hui. Nous sommes des amis. Nous verrons donc comment est-ce que vous allez activer vos leviers dans notre syndicat pour faire que les gens viennent passer une provocation. Et comme je suis le président de ce syndicat-là, je vais montrer à la face du monde que nous contrôlons nos troupes et que la police ne peut pas casser notre syndicat. Donc, il y aura application à la convention collective, à commencer par l'entreprise du président de la commission, où les gens, depuis 15 ans, n'ont pas encore eu le CNPS. Depuis quelques jours, le président de la commission est allé demander qu'on constitue le dossier de la CNPS, sauf que nous avons déjà saisi le directeur général de la CNPS pour lui demander de faire le rappel de cotisation CNPS sur 15 ans. Et je verrai comment le président de la commission ne va pas venir falsifier les documents pour déposer chez M. Chérif. Et je compte sur lui pour empêcher que les documents qu'on est en train de fabriquer dans les rédactions, je suis d'accord avec la commission sur une chose. La seule chose, la seule chose qui est bien avec la commission, c'est qu'elle rappelle aux patrons de presse qui sont au Cameroun qu'un travailleur digne de ce nom doit avoir un contrat et que naturellement, il devait avoir une CNPS. Denis Kouébou, vous avez vu que Ibrahim Chérif vous a suivi. Ibrahim Chérif vous a suivi religieusement. Je veux également que vous fassiez le même exercice, que vous acceptiez également qu'il vous apporte une contradiction. Vous voyez que nous sommes d'accord sur certains points. Oui, on est d'accord. Ce qui est important dans cette affaire, et je reviens encore là-dessus, c'est qu'est-ce que nous faisons demain et qu'est-ce que nous faisons après-demain. C'est l'avenir de cette profession. On ne dira pas que le passé, c'est le passé. Ce n'est pas ça le problème. Mais je pense que la profession a énormément de problèmes. La profession a énormément de problèmes. Nous ne disons pas que la carte de presse est la panacée. Nous ne disons pas que la carte de presse résout tous les problèmes de la profession. Mais nous disons que la carte de presse se présente comme une sorte de préalable qui nous fasse savoir avec qui nous discutons, qui permette aux journalistes de revendiquer un certain nombre de choses. Il parlait tout à l'heure de la CNPS. Pour avoir cette carte de presse-là, entreprise de presse, nous sommes dans une entreprise de presse ici, il y en a un certain nombre à Douala, à Yaoundé et partout ailleurs au Cameroun. Il faudra bien que ces entreprises-là justifient le fait que des journalistes qui exercent en leur sein soient affiliés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. C'est important. Ça permet d'avancer. Ce n'est pas, on va dire, la solution définitive, mais ça permet d'avancer. Maintenant, les querelles, on va dire, de personnes, ou de clochers, ou de, j'allais dire, de chapelles même, moi, ce n'est pas mon affaire. Moi, je suis commission de la carte de presse. Alors, je travaille sur un segment bien précis de l'ensemble du dispositif qui est mis en place. C'est ce segment-là. Nous voulons que cela réussisse. Maintenant, je laisse à M. Kouébou le fait de dire des méchancetés. Moi, je vous relance sur le journaliste que je suis. Moi, je veux vous relancer. Permettez. Je lui laisse la latitude de dire des méchancetés sur moi, sur d'autres. Mais parce que vous avez une mission commandée, je suis obligé de vous dire la vérité. Moi, j'ai la politesse de ne pas insulter. Parce que c'est comme ça que ça se passe au sein de la profession. Alors, dans les conditions d'obtention de cette carte de presse, les freelances, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a tenu compte d'eux? Oui, les freelances sont concernés. Les freelances sont concernés. Du moment que vous justifiez de ce que vous êtes. La loi camerounaise interdit, la convention collective interdit, la loi interdit les freelances. La loi interdit les freelances. S'il vous plaît,
La loi interdit les freelances. Donc, il faut qu'ils prennent en compte. La loi interdit cela. S'il vous plaît, pour cette précision. est-ce que les freelances n'exercent pas au Cameroun? La loi a dit non. Est-ce que les freelances n'exercent pas au Cameroun? Moi, je parle de la réalité. Ok, merci Ibrahim. Je parle de la réalité. Hervé, et cette réalité-là, il faudra qu'on en tienne compte. Okay. C'est simplement ça. Hervé Emmanuel. Mais vous voyez que là, nous sommes au cœur du vrai débat. Le vrai débat, en fait, on utilise la carte de presse comme prétexte pour amener un débat conventionnel entre le patronat et les employés de presse. Or, le débat se fait sur la carte de presse. Et vous voyez que, je m'excuse, Denis, parce que tel que je vois là maintenant, ce n'est pas le fait d'introduire une carte de presse avec les conditions que ça doit poser qui vous pose problème. C'est que vous profitez de cela pour mettre sur la table toutes les frustrations syndicales des employés de la presse et tout. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faudra un moment qu'on le veuille ou pas revenir à la loi sur la communication sociale. Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas la commission. Non, je suis pas la commission n'est pas mon interlocuteur. Mon interlocuteur, ce n'est pas la commission, c'est l'État. S'il vous plaît. Cette loi-là devra donner, mettre le périmètre de responsabilité des uns et des autres. Sûr, vous comprenez? Ce que Ibrahim Chérif dit est fondamentalement incontestable. Il faudra dire qui est journaliste au Cameroun. Et qui n'est pas. Maintenant, je tiens à vous dire une chose. Moi, j'ai vécu dans un pays où il y a des gens, des indépendants, qui sont des journalistes et qui donnent des articles dans des agences. Alex Azebazé, qui à un moment parfois est patron, parfois indépendant, il est freelance. Il écrit des articles connus partout dans le monde. Moi, je sais quand c'est lui qui les écrit. Donc, je crois, Denis, il faudrait qu'on baisse la tension et que ça ne devienne pas un problème de personne. La carte de presse est indispensable pour le développement du métier de journaliste au Cameroun. Maintenant, les conditions de composition de la commission sont aussi un vrai débat. Ça doit être paritaire, mais simplement, ça ne doit pas être la Libye pour prendre en otage la démocratie camerounaise qui a besoin de la communication. Alors, Alex, nous avons besoin de journalistes reconnus, de journalistes qui soient légitimes. C'est de ça qu'il s'agit. Pas des francs-tireurs. Maintenant, les querelles, le fait qu'on tire profit de la situation actuelle là, pour essayer de résoudre les problèmes dans les entreprises de presse. Moi, je dis c'est bien. Si ça peut vous aider, tant mieux. Alors, Alex, c'est pas à la commission de cadre de résoudre tous ces problèmes. Je suis très mal à l'aise d'assister apparemment à un choc entre... Un pugilat? Non, entre deux organisations qui ne sont pas sur le même registre. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, que j'ai dirigé, dont je suis membre, n'a pas pour adversaire... Un patron qui est membre d'un syndicat. Non, je n'ai jamais été... Je n'ai jamais été... Ça, c'est le cas. Vraiment, moi, je travaille depuis bientôt 5 ans comme journaliste indépendant, travailleur indépendant. C'est différent. Parce que les gens vont refuser la carte de presse. Non, c'est la convention collective qui dit ça. On n'a pas pu trouver un compromis à la convention collective dans le cadre de négociation. Cette question-là. Donc, l'ennui, c'est que beaucoup de gens parlent de ce que les lois camerounaises, qu'il faut que chacun se batte, en tout cas fasse un effort de lire, interdisent ou ne prévoient pas. Et comme à un moment donné, on se réveille, on donne l'impression que parce qu'on a tenu les états généraux de la communication il y a un an et demi, on va inventer le fil à couper le beurre. Non. Des problématiques sont réglées même de manière universelle. Le monsieur qui vous parle, j'ai dirigé au niveau mondial l'instance ou l'organisation la plus importante qui regroupe les journalistes professionnels, c'est-à-dire la Fédération internationale des journalistes, qui a résolu tous les problèmes. Donc, si les gens veulent qu'on discute, qu'on travaille pour avancer, qu'ils nous demandent, mais qu'ils nous consultent, nous ne sommes pas des voyous, mais j'entends les gens. Non, quand je dis non, les gens pensent que non. Vous n'avez pas le monopole. Je ne l'ai pas dit. Vous n'avez pas le monopole de la direction de cette profession-là. D'ailleurs, nous nous le comprenons. Je préfère laisser des ministres défendre cette... Vous n'avez pas ce monopole. C'est moi qui ai la parole et vous arrachez la parole. Il a compris. Alex, terminé. Je préfère laisser Denis soutenir très fortement comme d'ailleurs. Terminé, Alex. Terminé. Mais je voudrais dire, pour que cela soit clair pour tout le monde, que demander, et c'est le minimum qu'un État doit pouvoir faire, que cet État-là consulte chaque fois qu'il doit faire des histoires comme mettre en place des commissions pour
réguler des secteurs d'activité. Les acteurs, ce n'est pas trop lui demander. Pourquoi est-ce que des gens pensent qu'ils peuvent s'asseoir au ministère de la Communication et décider de qui ils doivent mettre dans une commission, envoyer à la primature, on rend ça public, et on pense que nous qui voyageons, qui nous déplaçons, qui participons au niveau international, au niveau régional international, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Terminé, Alex. Si tu continues, je vais te soupçonner d'être celui qui a nommé les gens. Oh, c'est le Premier ministre qui a nommé, qui vous a nommé. Okay, et tu donnes l'impression qu'il y a eu, que tu as postulé à une fonction et on t'a nommé. Je dis, il ne faut pas faire un problème de personne. Nous partons sur la base des principes. Et dans ce pays, il y a des gens qui sont terriblement embêtés quand on leur rappelle les principes de gouvernance. Et c'est une question de gouvernance, la question que moi, Alex, Adjibase, et avec les autres, nous posons aujourd'hui. Petite précision. Je veux dire que, vous voyez, ça nous dérange d'être dans ce débat, notamment avec certaines personnes, notamment le grand frère Ibrahim Chérif. Nous sommes dans un jeu. Nous sommes dans un jeu de rôle ici. Et on est d'accord sur beaucoup de choses. Si vous êtes, j'ai déjà dit que à d'autres occasions, si vous êtes un journaliste, le souci qui est le mien doit être le souci d'Ibrahim Chérif de voir la coopération se porter comme elle se porte ailleurs. Nous étions au Sénégal l'autre jour, le Saint-Pix au Sénégal, on ne fait rien au Sénégal sans consulter le Saint-Pix. Ce n'est pas parce qu'ils sont les plus forts, parce qu'ils ont réussi à mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Le seul problème qui se pose chez nous, c'est le non-respect de la parité. C'est-à-dire que le fait de ne pas permettre aux acteurs, aux grands acteurs de se parler. Donc pour sortir, nous avons reçu une main tendue que deux institutions. La commission de la carte de presse nous a saisis officiellement pour une discussion. Depuis quand hier? Depuis quelques jours. En fait, il n'en parle pas. Non, je suis en train de dire. Il parle. Il aurait dû commencer par ça. On a donc fini. Quand nous avons fini de rappeler les principes, les choses qui nous opposent, vous dire en réalité qu'on peut croire à une querelle de personnes, mais on évacue. Et on a dit même que la commission de la carte de presse n'est pas notre interlocuteur. Ce n'est pas elle qui a créé le problème. Ce n'est pas les membres qui ont créé le problème. C'est ceux qui ont nommé la commission qui n'ont pas respecté eux-mêmes le principe. C'est l'État du Cameroun qui a créé le principe de la parité. Maintenant, donc, sur cette main tendue, nous avons travaillé parce que le syndicat de du jeune Cameroun ne doit pas se tromper d'adversaire. Notre adversaire, je viens Ibrahim, notre adversaire aujourd'hui, ce sont nos patrons. Donc notre adversaire, ce n'est pas la commission. Sauf que la commission doit comprendre, en attendant que nous travaillons sur cette main tendue, elle doit comprendre que si elle va délivrer des cartes de presse, ce sera aux journalistes. Et si vous voulez parler aux journalistes, mais arrangez-vous à parler aux journalistes. Pas parce qu'on ne demande rien d'autre. Donc on va aviser dans les prochains jours et nous allons rendre public une déclaration. Cette déclaration s'adresse au patron de presse. Elle ne s'adresse pas à la commission de la carte. Nous n'avons aucun problème avec la commission de la carte de presse. Tant que la convention collective n'est pas appliquée, nous parlerons de rien d'autre. On vous a compris. Sambaka, et puis on termine par vous. Sambaka d'abord. Oui, je voulais tout simplement dire que là, on constate que le dialogue est amorcé. Vive Canal Presse. Et il ne faut pas qu'on évacue le dialogue. Je pense que le dialogue est important dans ce cas d'espèce. Il y a les volontés de part et d'autre. Mais il faut aussi comprendre que le problème fondamental pour que ça réussisse, c'est que c'est dans ce dialogue-là qu'on doit se battre pour instaurer la confiance. Absolument. Parce que s'ils n'arrivent pas à se faire confiance, tout ça, ça va aller dans l'eau. Pourtant, la volonté y était au départ. Chacun de son côté est en train de travailler. Mais je pense, Monsieur le Président, Monsieur le membre, que si vous mettez le dialogue et avec sincérité, que vous allez dans la confiance, avec des objectifs que vous avez définis vous-même tout à l'heure, il y a de fortes chances que votre corps soit beaucoup plus dynamique que ceux que moi je vois partout là qui ne font rien. Et heureusement, on voit quand même que le dialogue amorcé pourra nous permettre de sortir. Nous n'avons jamais fermé la porte au dialogue. Lorsque vous lisez les textes qui régissent la commission, cette possibilité de dialogue-là existe. Dans les textes qui régissent la commission de la carte de presse, il y a possibilité effectivement de se concerter, de consulter toutes les parties prenantes à cette opération. Ce que vous avez commencé. Nous ne pouvons pas faire seuls. Nous le savons.
moi, je suis heureux que, enfin, M. Kouébou ait révélé cette lettre-là que nous leur avons envoyée. Nos membres sont au courant. Je suis heureux. Oui, mais le public a besoin heureux que vous ayez révélé ça. Parce qu'au départ, vous avez donné l'impression que c'était une guerre de tranchées, qu'on ne se comprenait pas. Il y a la guerre de tranchées, c'est sur les principes. S'il vous plaît. Il y a des choses qui se font pas sur les plateaux. Ce travail-là ne se fait pas sur les plateaux de télévision. Ici, nous avons besoin d'expliquer et de faire comprendre un certain nombre, et même au public, faire comprendre ce qui est les enjeux de cette affaire-là. Et les enjeux, c'est important. Il s'agit de l'avenir de cette profession-là. Il y a au sein de cette profession des gens qui peuvent travailler sans carte de presse. C'est-à-dire qui n'ont pas besoin de ce sésame-là. Permettez que je finisse. Qui n'ont pas besoin de ce sésame-là. Il y en a. Est-ce que vous avez besoin de ça? Moi, je ne parle pas de moi. Exemple, moi et Aïssab. Je ne parle pas de moi. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de cela pour exercer. Pour exercer. Mais pensez à la grande majorité. Pensez aux plus jeunes qui s'agglutinent dans les hôtels. Monsieur Chérif, les plus jeunes n'ont pas besoin de cadre. Ils ont besoin de leur salaire. Donc il faut pas dire que je finisse. Ils ont besoin d'avoir un salaire. Que je finisse. Sur le point de permettez que je finisse. C'est pas la carte de presse qui va faire permettez que je finisse. Vous n'êtes pas dans mon esprit. Vous n'êtes pas dans mon esprit. Je dis, ces jeunes-là ont besoin de cette carte de presse-là pour s'affirmer. Ces jeunes, avec la carte de presse, devraient pouvoir mieux revendiquer ce qui est leur droit au sein des entreprises de presse. Parce que, permettez que je finisse. Parce que l'autre problème de la profession, c'est justement le fonctionnement des entreprises de presse. À l'intérieur, c'est de véritables mafias. C'est le gars, je suis d'accord. Permettez que je suis d'accord avec M. Chérif. Oui, mais je m'en voudrais de ne pas vous poser. Dites-leur d'arrêter. Non, M. Chérif, on est d'accord avec vous. Dites-leur d'arrêter de m'interrompre. On est d'accord avec vous, M. Chérif. On est d'accord avec M. Chérif. On encourage M. Chérif. Vous m'enchaînez sur des bouts de phrases. Moi, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Mais vous permettez que j'ai bouclé? D'accord, allez-y. Vous permettez que j'ai bouclé? Je dis l'autre problème. Bon, ils disent c'est le problème le plus important. Oui, certainement. Mais le problème de la carte de presse n'est pas un sous-problème. Non, pas un sous-problème. Nous sommes d'accord. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. C'est pas un sous-problème. C'est pas un sous-problème. La carte de presse, c'est important. La carte de presse, si elle permet d'avancer un peu dans la résolution. Pas pour avoir le crédit quand même, pas pour avoir le crédit téléphonique. Oui, mais ce n'est pas là le plus important. Des autres problèmes de la profession, je dis, on aura avancé. Okay. Vous permettez que je pose maintenant cette question sur cette carte de presse dès qu'on a ce sésame. Est-ce que cela va faciliter l'accès aux sources d'information qui est un véritable problème? C'est l'objectif premier de la carte de presse. C'est l'objectif premier. Mais vous ne pouvez pas dire, bon, il faut faciliter l'accès aux sources d'information, aux journalistes, en n'ayant pas assaini en votre sein. Ça va au-delà des questions de salaire et autres machins. C'est des questions liées à l'éthique, à la déontologie dans la profession. Pourquoi est-ce que moi, je vous ouvrirais les portes de l'information chez moi, si j'étais homme politique ou autre chose, alors que je n'ai pas la garantie que vous soyez journaliste? Mais une fois que vous avez la carte de journaliste, est-ce que cela va vous faciliter? Ça devrait faciliter la tâche aux gens. Ça devrait faciliter la tâche. Monsieur Kouébou, permettez que je dise quand même que cette profession a besoin d'assainissement. Absolument, nous sommes tous d'accord. On est combien de journalistes aujourd'hui? Vous qui êtes membre du syndicat, il y a combien de journalistes au Cameroun? Y compris qui est journaliste au Cameroun? Permettez qu'on ne rentre pas dans les... On me signale qu'il nous reste 45 secondes. Permettez qu'on ne rentre pas dans les... 45 secondes. Mais je dis, combien de journalistes il y a dans ce pays? On ne sait pas. Nous, on sait combien nous avons dans notre syndicat. Vous n'en savez rien. Je dis dans notre syndicat. Vous n'en savez rien. Je dis ce que nous avons dans notre syndicat. Vous n'en savez rien. Parce qu'on sait dans le pays. Je parle de notre syndicat, pas du pays. Heureusement que vous dites votre syndicat. Parce qu'il y a d'autres syndicats aussi. Bien sûr, je parle de nos membres. Nos membres, on ne parle pas des autres. Alors, justement. Ok, d'accord. Alex, je crois que... Non, mais c'est une émission journaliste. Moi, on termine sur ce point. Non, je pense, il ne faut pas que le public ait l'impression qu'il y a un groupe
d'extrémistes. Moi, je suis tellement responsable dans tout ce Moi, que je suis dans le groupe de ceux qui veulent assainir. Mais vous n'en avez pas la possibilité, monsieur. Rejoignez-nous. Mais c'est moi qui ai la parole. Finalement, c'est Chérif qui a pas la légitimité. C'est moi qui ai la parole. Attends, si tu C'est veux... difficile de défendre la position des Est-ce que ce débat-ci, tu es prêt à en organiser un sur tes antennes à la CRTV? Non, là-bas c'est interdit. Là-bas c'est interdit de parler. C'est interdit de parler à la CRTV. Je suis prêt à venir. Est-ce que vous savez que le syndicat est interdit de parole à la CRTV? Je n'ai pas un problème. Le syndicat est interdit de parole sur la à l'identification des professionnels, quel qu'il soit. Ailleurs, on peut parler. Les écoles sont interdits de parole à la CRTV. On parle maintenant du Cameroun, la réduction de son train de vie. Et on commence par vous, Sambaka, qui n'a pas parlé sur le sujet précédent. On enregistre pratiquement une baisse de 178 milliards de francs CFA dans les dépenses de fonctionnement de l'État pour l'exercice 2016. Peut-on sur cette base parler de réduction de train de vie de l'État? Une petite digression. Toujours sur la carte de presse. Pour dire que moi j'ai discuté aussi avec des journalistes et qui ont dit que leur problème c'était que la carte de presse ne tombe pas entre les mains des renseignements généraux. Ça c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc moi je le dis ici parce que je n'ai pas entendu parler de cela. Comment ça va tomber entre les mains? Ça veut dire qu'il y aura des agents des renseignements généraux qui auront la carte de presse. Voilà. La première carte, ils ont déjà eu la première carte de presse. S'il vous plaît, ne nous ramenez pas en arrière. C'est contre cela que nous voulons lutter. D'accord, on vous a Maintenant, compris. pour le sujet maintenant. pour lequel vous m'interpellez, moi je dois vous dire que je suis fortement déçu. Gravement déçu par le budget qu'on nous a présenté il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Et j'appelle les députés à le sanctionner. À plusieurs titres. Peut-être que nous n'avons pas tout développé aujourd'hui, mais je dois dire que la réduction du train de vie de l'État ne passe pas par ce que vous venez de citer. Ça part déjà de la structuration de ce gouvernement. C'est là qu'on fait des économies. Vous comprenez? Et puis ensuite, quand vous regardez comment est-ce que ce budget est fait, le fonctionnement est toujours absorbé. C'est l'investissement qui pose problème. Alors, augmenter le budget de l'État en disant qu'on diminue, moi je pense que c'est un tour de passe-passe de ceux qui ont créé ce budget, qui ont proposé ce budget, pour nous amener à penser qu'il y a quelque chose qui se fait. Mais quand quelque chose augmente, c'est le Camerounais, le citoyen qui doit le ressentir. Ce n'est pas une histoire de jongler avec les chiffres et dire que ça va en augmentation. Quand je regarde comment est-ce que nous nous endettons, comment est-ce que nous différons les paiements de ces dettes, alors que nous avons notre ami de tout temps, la Côte d'Ivoire, qui s'endette et qui paye les dettes. Vous comprenez? C'est dire que nous sommes en train d'amener notre pays dans une situation... Il ne faut pas défendre cela. Parce qu'on a déjà beaucoup accepté un certain nombre de choses qui ne nous ont amenés nulle part. Mais continuer à défendre ce genre de choses qu'on nous propose là, je dis c'est très très dangereux pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est dangereux. On a beaucoup d'experts ici au Cameroun. Il faut faire quelque chose, c'est très sérieux, je le dis. Il faut nous présenter un budget réaliste. Hervé Emmanuel Combe, est-ce que le budget 2016 peut permettre de sortir du cycle de la sous-consommation des crédits? Non, mais Bouba, vous posez une question centrale. C'est-à-dire que, après tout, le budget, c'est quoi? Le budget, c'est simplement une loi de finances, un instrument d'ajustement, n'est-ce pas, de finances publiques par rapport au contexte économique global. C'est-à-dire que normalement, en 2015, moi, j'étais partisan pour qu'on connaisse plutôt une loi de finances rectificative qui aurait amené l'État un peu plus tôt.